Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, évidemment. Je suis comme toujours accompagné de Miano. Miano, comment vas-tu? Et ça va très bien, on a un programme très très lourd aujourd'hui qui nous attend, lourd comme le show Seedling bien évidemment. Je laisse, Évidemment, euh, je on, laisse annoncer un petit peu ce programme chargé du jour. on va parler de Seedling, donc tu vas être content. Mais pour vous faire un peu tout ça dans l'ordre, on va commencer avec Stardom, la plus grosse partie, la meilleure partie évidemment. Et ensuite, bon, on va parler de choses qui sont beaucoup moins bien. Voilà, c'est le total opposé, puisqu'on va avoir pas mal de choses à dire. C'était en ce qui concerne le match pour le titre IWGP féminin, donc entre Kairi et Mercedes Moné. Et ensuite, on passera au show Seedling, puis à une recommandation de match, comme toujours, la classique. Et donc, ouais, comme l'a dit Miano, ça va être un épisode très chargé. On a un programme bien solide. Donc, tant mieux, parce qu'après 2 semaines sans épisode, il était temps qu'on revienne en force. Surtout qu'en plus, on n'a pas pu enregistrer dimanche. Voilà, pour deux, trois raisons personnelles, puisque comme on vous l'a dit, c'est toujours un petit peu difficile de se mettre d'accord et d'avoir voilà, un emploi du temps qui correspond. Mais du coup, voilà, avec 2 petits jours de retard, nous sommes là, on lâche pas le podcast ne lâchera pas, on peut vous l'assurer. Et voilà, écoutez, commençons sans plus tarder, ne blablatons pas trop. Donc déjà, comme toujours, évidemment, on remercie tous ceux qui nous soutiennent. Pendant ces 2 semaines, on a eu tout un tas de personnes qui nous ont félicité, remercié, etc. pour notre travail, puisque voilà, on vous expliquait un petit peu les petits problèmes qu'on rencontrait, etc. pour le Patreon. Et là, le fait qu'il n'y avait pas d'épisode. Et on a eu pas mal de monde qui est venu nous voir pour nous dire bon, c'est pas grave s'il n'y a pas d'épisode, on apprécie beaucoup votre travail. Euh, et voilà, donc ça nous a fait très plaisir. On a eu des retours du coup sur les derniers épisodes, puisque certains voilà, ont rattrapé le temps perdu, les épisodes qu'ils avaient de retard. Donc ça nous a fait beaucoup plaisir de voir tous ces retours. Donc voilà, merci à vous, merci comme toujours à tous ceux qui sont présents sur le Discord pour discuter avec nous, pour rendre ce serveur actif, puisque c'est bien, on est tous ensemble, on est des passionnés, et chacun parle un peu de ce qu'il veut, on parle beaucoup de Stardom, on a parlé pas mal de Seedling là récemment, vu qu'il y a eu un show, et voilà, on parle même de catch Puro, de catch VVE, AEW, donc c'est toujours sympa. Venez y faire un tour, on a l'invitation qui est dans le Twitter, arobase Starling, vous verrez, vous descendez un petit peu, vous allez le retrouver, ou tout simplement en allant sur notre Linktree, vous avez directement le lien. Donc merci voilà à tous ceux qui y sont, et merci comme toujours à tous les abonnés Patreon. On en a eu un nouveau d'ailleurs pendant ces 2 semaines, c'était Kana qui d'ailleurs est sur le Discord. Donc un grand merci à toi Kana, encore une fois. On t'a remercié déjà sur Twitter, mais on le refait encore une fois évidemment à l'oral, ça nous fait extrêmement plaisir. Et merci aux autres également, donc à Pip, à Amré, à Psycho, et du coup à Kana, donc, et à, pardon, à Corwin Corwin, aussi. évidemment. Euh, et parce que j'étais pas en train de lire ma liste de toutes les personnes qui sont abonnées, mais merci énormément. Et ça nous fait très chaud au cœur. Et voilà, on est prêt pour reprendre, plus déterminé que jamais, avec un épisode qui risque d'être peut-être un petit peu long, mais qui sera très intéressant, ça on peut vous l'assurer. Écoutez, commençons sans plus tarder avec la partie Stardom. C'est parti. Donc déjà, dans un premier temps, avant de parler tout simplement de Stardom, du dernier show, je voulais juste faire une petite annonce, quoi, enfin une petite news qui a eu lieu pendant ces 2 semaines. Du coup, on a Himeka qui a pris sa retraite, voilà. Donc c'est un peu triste pour tous ses fans. Moi, j'étais pas son plus grand fan, mais je sais que beaucoup l'appréciaient et qu'elle était Ouais, très notamment. populaire.
évidemment. Donc je te laisserai juste après que j'ai terminé de dire ça, me dire un petit peu ce que t'en penses. Mais voilà, donc elle est partie, elle a pris sa retraite. Elle a dit que c'était pour des raisons personnelles, qu'elle estimait avoir fait tout ce qu'elle avait à faire chez Stardom, enfin dans le monde du catch. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur futur possible. Et de toute façon, on va en reparler de manière plus en détail pour son dernier show, son dernier match. Qui aura lieu déjà dans quelques semaines, quelques mois. Est-ce que tu m'as fait peur en me disant qu'elle est partie, elle a pris sa retraite? Effectivement, elle l'a annoncé, mais elle en a encore pour quelques temps jusqu'à son dernier show, où bien évidemment on en parlera un petit peu plus en détail quand celui-là viendra, mais on a encore la chance de pouvoir en profiter quelques temps. Ouais, ouais, ouais. Son dernier match d'ailleurs qui sera contre Maika, je crois, Oui, au mois d'avril, c'est ça? le mois je m'en souviens pas, mais oui, c'est Maïka en tout Il cas. me semble ouais, que c'est au Budokan justement. Euh, et ben écoutez, ouais, ça va être un moment assez émouvant, je pense. Elle a d'ailleurs fait quelques demandes de matchs. Elle a dit qu'elle voulait un match hardcore contre Risa Serra, il me semble aussi. Et voilà, il y a plein de petits matchs qu'elle a demandé. Donc ça va être intéressant à suivre. Hashimoto, Hashimoto aussi, ouais, qu'elle va d'ailleurs avoir dans quelques semaines aussi. Ça a été le annoncé. 3 ou 4 mars, le Ouais, 4 je crois. pour le prochain gros show d'ailleurs dont on va parler un petit peu dans la review. Donc voilà, le prochain gros pay-per-view va être vraiment intéressant à suivre. Mais voilà, on a hâte et on lui souhaite le meilleur en tout cas. Bah écoutez, c'est parti pour la review du show de Stardom du 17 février au Korakuen Hall. C'était un show assez important puisque en fait il a permis tout simplement de construire en fait tout ce qui va se passer au show du 4 mars où il y aura pas mal de titres en jeu, où il y a pas mal de gros matchs et tout, donc on va y revenir. Donc on avait le premier match, c'était Maika et Himeka, qui étaient contre Mina Shirakawa et Maria May, contre Lady C et Miyu Hamasaki, contre Fuki Gendes et Rina. Donc bon, déjà, on va préciser, on va pas rentrer dans les détails des matchs, on va surtout essayer de développer toutes les idées du booking et tout ce qui s'y est passé, toute la construction autour de ça, puisque les matchs en soi n'étaient pas non plus exceptionnels, rien à en tirer de vraiment exceptionnel. Donc on va surtout parler de tout ce qui se passe autour, toute la construction. Mais ce match en tout cas était fun, personnellement je l'ai trouvé très fun. J'ai bien aimé la progression de l'alchimie entre Mina et Maria, évidemment, rien de surprenant. Et j'ai trouvé Miyu Hamasaki qui avait l'air moins perdu dans le ring, je l'ai trouvé un peu plus ancré en fait dans son match, un peu plus solide et un peu plus déterminé. Donc c'était intéressant. Et il y a eu deux trois petites confrontations entre Lady C et Maika Himeka où parfois elle mettait un peu des petits coups dans le dos ou des petits coups auxquels Maika pardon, ou Himeka pouvaient ne pas s'attendre. Donc c'était un petit moment assez fun avec en plus Fukigen aussi qui était assez fun, Himeka qui prend un peu toutes les close lines. C'était un match plutôt sympa et personnellement j'ai passé un bon moment. Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là. Déjà, rien qu'à l'entrée, Mina qui prend le micro pour annoncer avec Mariam et qui se émousse, je me suis dit, bon, j'ai regardé, je me suis dit, allez, il reste encore 2h30 de show, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, mais en vrai, enfin, là, c'est pas l'occasion de discuter maintenant, mais pour moi, enfin, c'est du Heelwork, c'est pas du Babyface au moment où je pense qu'ils vont l'envoyer gagner le Cinderella. Enfin, que je comprends pas vraiment. Non, j'avais déjà abordé ça, mais pas l'occasion de le faire. On le fera plus tard quand le moment sera venu, mais ça me pose toujours un problème. Après, le match en lui-même, voilà, pas grand-chose en tirer. Victoire de Himeka, donc voilà, c'est très bien, ça me paraît tout à fait normal. Il est toujours cool à la fin, tu vois, elle prend la pancarte d'un fan, elle fait une photo avec elle, elle est souriante et tout, enfin voilà. Voilà pourquoi j'apprécie autant Himeka, mais voilà, pas grand-chose à dire de plus, ça me paraît en tout cas assez logique. Ouais, bah écoute, de toute façon, oui, comme l'a dit Miano, on reviendra un petit peu parce que on a un avis très opposé, Miano et moi, autour des potentielles gagnantes du Cinderella, puisqu'on en a, enfin, moi j'en ai plusieurs en tête, et Miano aussi en a une précisément en tête pour la suite du règne, enfin du titre Wonder aussi.
Et en plus, vu que le Cinderella a été annoncé, on en reparlera dans un prochain épisode, puisque là, on va surtout parler des shows qui vont arriver là bientôt, surtout qu'on a beaucoup de choses à aborder. Donc, ce sera sûrement peut-être le prochain épisode, où on parlera d'ailleurs de Stardom Showcase. Et donc, je pense que par la même occasion, on essaiera d'aborder un petit peu ça. Et voilà. Donc, on passe au match suivant. C'était Starlight Kid, Haruka Umezaki et Hiroaka contre Natsuko Tora, Saki Kashima et Momo Watanabe. Alors, déjà, je veux dire que j'ai énormément apprécié ce match. Ça peut paraître surprenant, c'était juste un petit match sans plus, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper bien booké, tout simplement. Je dis pas que c'était un match, voilà, 4, 5 étoiles ou je sais pas quoi, mais juste qu'en fait, le booking était super intéressant. Puisque dès le début, en fait, on a toute la partie Oedotai de Natsuko, Saki et Momo qui attaquent toute la partie voilà, de Starlight Kid, Haruka et Hiroaka. Euh, c'est un peu les jeunes. D'ailleurs, comme elle s'appelle sur Twitter, là, le hashtag Young Oed, OED, c'est très cool. J'aime bien en fait ce petit clan au sein même d'Oedotai. Je trouve ça vachement intéressant. Avec en plus Haruka qui est beaucoup plus présente dans Oedotai et qui rejoint un petit peu cette espèce de mini clan aux côtés de Starlight Kid, Ruaka et Rina. Donc je trouve ça génial, surtout qu'en plus, voilà, c'est un secret maintenant pour plus personne. Haruka Omezaki, j'apprécie énormément son travail. J'aime beaucoup tout ce qu'elle monte dans le ring. Et voilà, juste en fait sa présence et sa manière d'être en fait dans le ring, ça a l'air d'être quelqu'un vraiment de très positive et elle dégage quelque chose même en tant que heel euh, qui est juste voilà positive et avec des bonnes ondes, des bonnes vibes comme on dit en anglais. Et moi, ça me fait toujours plaisir de la voir dans le ring. Donc, je l'apprécie de plus en plus. Et justement, voilà, c'est de plus en plus intéressant de voir ce clash un peu entre cette espèce de mini clan au sein d'Oedotai face à l'autre, quoi. Et du coup, le match commence avec les Natsuko, Saki et Momo qui attaquent les trois autres. On a même Natsuko qui commence en attaquant la boîte. Donc ça, par contre, j'ai pas apprécié du tout. Et dès le début du match, ben, en fait, j'ai choisi directement en fait mon camp. À partir du moment où on attaque la boîte, ben moi, ça me va plus du tout. J'ai trouvé ça honteux, irrespectueux et digne d'un heel. Donc Ah voilà. oui, hein. Si Natsuko, voilà, sache que je te hais pour ce que tu as fait. Mais après, la boîte a été réutilisée un peu plus tard. On a eu un très beau coup de boîte. Je me souviens plus qui est-ce qui l'a mis. Je crois que c'était Starlight Kid. Je sais plus qui l'a mis. Mais bref, c'était un très beau coup de boîte. J'ai noté que c'était ouais, vachement cool à voir. Et en fait, tout le match voilà, était intéressant. On a eu des espèces de confrontations 1v1 dans ce match qui sont revenus en fait plusieurs fois. On avait beaucoup Starlight Kid contre Momo, donc c'est vachement intéressant puisqu'elles étaient ensemble en équipe. On a Ruaka et Natsuko, très intéressant parce qu'elles étaient ensemble en équipe. Et ensuite Saki et Haruka, bon, il y a un peu moins d'histoire entre les deux, mais voilà, ça reste Haruka, donc on ne peut que apprécier. Et le match finit avec Saki qui fait son plus beau spa papapam sur Ruaka. Donc voilà. Exactement. Moi, ça m'a fait mal puisque Ruaka perd. Mais bon, on a quand même eu un petit Kishikaisei. Donc on prend, on Ça refuse fait pas. toujours plaisir, quoi. Exactement. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le match. C'était mon match préféré du show d'ailleurs, je pense. Ouais, moi, comme tu dis, les confrontations étaient intéressantes dans le sens où c'était les confrontations logiques avec Ruaka et Natsuko d'un côté, SLK et Momo de l'autre. Après, le match a été en grande partie fait pour Ruaka qui a encore une fois montré qu'elle était vraiment en grande progression, donc ça fait plaisir. Bon, elle est quand même allée jusqu'à nocer le baby driver de Momo, donc à un moment donné, il faut pas déconner non plus, hein, mais... Et oui, c'était assez cool, ouais, c'est pas incroyable, mais c'était sympathique, surtout pour Waka, on voit qu'elle progresse, donc ça c'est bien, et le spapapapan à la fin, ça fait plaisir, et voilà, on voit qu'il n'y a pas de tension dans le clan, elles sont toutes check à la fin, voilà, il n'y a pas de souci, En même temps, c'est Oedo-tai, pas quoi. pas de trahison en vue en tout cas. Non, je pense pas que ça arrivera. On passe au match suivant, c'était Nanae Takahashi, Yu et Yuna Mizumori contre Waka Tsukiyama, Rina Mikura et Yuko Sakurai. Alors je vais aller très vite dans ce match, personnellement Attends, on va quand même parler du meilleur match du show, donc meilleur... Ah,
Eh bien écoute, comme Oui. ça tu développeras un petit peu plus que moi, parce que moi ça a été le match dont je me suis le plus ennuyé en fait de tout le show. J'en retire pas grand-chose. Et à part une chose, c'est que maintenant je suis convaincu que le clan de Waka, Rina et Yuko, je peux plus en fait. Je les déteste pas, hein, même au contraire, elles sont cool et tout, mais j'ai cru que j'allais m'endormir devant ce match. Je suis désolé, mais c'était ennuyant et j'arrive pas à être intrigué par ce que proposent Waka, Rina et Yuko. Donc voilà, c'était un match que j'ai vraiment pas apprécié, quoi. Le problème, c'est que tu sais qu'elles vont perdre, et vu qu'elles font partie du Triangle Derby, tu te doutes qu'elles vont finir à zéro, donc forcément ça casse un peu l'hype. Et le match en lui-même, franchement, il est cool. Déjà, il y a Rina Mikura qui régale. En plus, comme je l'avais déjà dit, c'est vraiment quelqu'un de sympa, donc je suis content qu'elle soit mise en avant. J'ai trouvé le match qui était bien rythmé. Bah, il y a Yu avec Rina Yuko, ça a vraiment bien fait le boulot. En plus, on a l'échange attendu entre Waka et Nanae, avec Waka qui tape pas sur la prise en 4. Elle résiste pendant un long moment. Elle passe pas loin de Pin Yunamen en plus. Elle encaisse pas mal de prises. Elle se dégage de pas mal de trucs. Bon, à la fin, voilà, elle y reste quand même, mais elle s'est vraiment donnée. Il y a de plus en plus de gens qui sont investis justement dans Waka avec cette storyline de la losing streak là. Donc non, franchement, enfin, c'est cool. C'est bien booké. En plus, le match est cool, c'est rythmé. Il y a Waka qui régale. Donc ouais, pour moi, c'était vraiment le match le plus intéressant du show et j'ai passé un très bon moment devant. Je pense que ça explique un peu nos différences d'opinion. Enfin, ça le met bien en lumière entre nos goûts pour Seedling, notamment. Puisque, voilà, je trouve que c'est un truc qui représente bien peut-être le type de catch qu'on apprécie chacun. Et là, du coup, voilà, c'est bien le cas, c'est bien opposé. J'ai trouvé ça, ouais, assez peu rythmé, justement, avec pas grand-chose dedans. Mais voilà, écoute, au moins, c'est sûr que quelqu'un a apprécié ce match, donc tant mieux. Moi, je suis très content. Surtout que j'aime bien à peu près toutes les catcheuses dans le match, à part Rina Mikura que je trouve un peu ennuyante, mais Oh, 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 oh. voilà, je suis désolé. On passe au match suivant, quelque chose de beaucoup plus intéressant, évidemment. C'était Azuki Koguma et Saya Ida contre Utamiya Yashishita, Saya Kamitani et Azumi. Donc le match en soi, bon, il était bon. C'était voilà, toujours un plaisir pour les yeux. De toute façon, il y a Azuki qui catch, donc déjà on sait que ça va être un beau match. Et effectivement, ça a pas manqué. Elle a brillé de mille feux dans ce match. C'était incroyable. Et, et ouais, c'était voilà, ça a permis de bien la mettre en avant pour ce qui va se passer pour le résultat. Puisque tout simplement le résultat c'était Azuki qui pin Saya Kamitani. Donc quel plaisir, quel bonheur, puisqu'on sait tous ce que ça veut dire et elle-même nous l'a dit juste après. Elle nous dit que il est temps pour elle de challenger pour le titre Wonder. Quel moment, quel magnifique moment. C'est génial, tout simplement. Je vais laisser Miano donner un peu son opinion, puisque moi après je vais développer pardon, beaucoup plus autour de tout ça. Donc Miano, la parole est à toi. Déjà, j'ai envie de dire enfin, enfin, on donne de l'élan à une challengeuse. Enfin, une challengeuse pin la champion. C'est pas arrivé depuis. Pouf, j'arrive même pas à me rappeler quand on donne enfin de l'élan à une challengeuse, quoi. Après, quand je me dis que le truc le plus over du match, Koguma qui fait l'ours avec tout le monde qui fait Kuma, Kuma, je me dis qu'on est quand même tombé à un niveau assez inquiétant. Mais bon, les échanges avec Azumi et Koguma, voilà, c'était super sympa. Les deux catchent vraiment très bien. J'en ai pas retenu grand-chose d'autre d'ailleurs de ce match. Après, voilà, Azuki qui pin Sayaka, ben voilà, enfin on donne de l'élan à une challengeuse. Après, malheureusement, et ça, on en a déjà discuté, mais tu vas te prendre une gigantesque clim parce que je ne crois pas une seule seconde à la victoire de Azuki. Et pourtant, je peux t'assurer que j'en ai très envie puisque ça m'éviterait de voir mon pronostic se réaliser, à savoir le combo Mina Cinderella et la Wonder derrière. Donc, je suis à fond derrière Azuki, mais contrairement à toi, malheureusement, je pense que tu vas te prendre une gigantesque clim, quoi. Alors, moi je pense vraiment que c'est le moment d'Azuki en fait, tout simplement parce que ben, Saya Kamitani
je suis désolé de le rappeler, mais ouais, a battu Momo. Elle a battu le record de défense. Donc, qu'est-ce qu'elle a de plus à faire maintenant? Plus rien. Donc là, maintenant, c'est le moment où il faut qu'elle le perde. Surtout en vue du Cinderella qui va arriver. Et je pense que, en fait, Azuki est construite depuis des mois, voire des années, depuis son retour, de manière très forte. On a pu l'observer. Elle est arrivée déjà, elle a retrouvé directement Koguma. Elle a eu un gros match contre elle. Elle l'a retrouvé. Elles ont gagné la Tag League. Entre-temps, elle a eu un match pour le titre World qu'elle a malheureusement perdu, mais ça se comprend. Puis après, elle a gagné les titres. Elle a eu un 5 star incroyable. Et elle a eu aucune défaite qui l'a vraiment impacté, qui l'a décrédibilisé. Depuis le début, elle est sur un très gros momentum. Et le 5 star n'a fait que la faire exploser encore plus, surtout aux yeux des fans qui, pour certains, ne la connaissaient pas trop. Donc là, maintenant, en ce moment même, c'est le moment parfait. Et évidemment que j'en voudrais énormément à Rossi et à Stardom si jamais ils capitalisaient pas là-dessus, puisque là, comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Et là, effectivement, il est très chaud, il est brûlant. Donc c'est le moment en fait de saisir l'opportunité, parce qu'en fait ça va créer un moment vraiment marquant, autant pour ses fans que pour elle-même dans sa carrière, que pour l'histoire de Stardom. Surtout qu'en plus, ça voudrait dire que c'est elle qui va prendre le titre à la championne qui a eu le plus de défense de l'histoire. Et justement, en fait, il faut que ce soit elle qui soit dans cette position-là. Euh, Ouais, mais ouais. je te coupe 2 secondes quand même pour te rappeler que s'ils font ça, ils droppent le fameux programme avec Mina que Sayaka lui a dit tu auras ta revanche, j'attends juste que tu sois prête et je vois pas pourquoi le programme serait drop. Pour moi, c'est clairement juste du remplissage avant le Cinderella. Malheureusement, ça tombe sur Azuki qui va jobber pour Sayaka. Je vois pas pourquoi ce match ne se ferait pas en fait. Pourquoi il ferait pas ce Mina contre Sayaka qui a buzzé à cause de la blessure en partie. En plus, quand on dit à quelqu'un je vais te défier pour le titre, mais pas maintenant, et qu'on fait passer du monde entre-temps, généralement, on sait ce que ça veut dire, c'est que la personne qui attend et qui voit qu'il y a des autres qui challenge et qui perdent, généralement, celle qui est en attente, c'est celle qui va gagner à la fin. Donc je vois pas pourquoi ce programme serait drop en fait. Bah, parce que déjà, c'est Stardom, ce serait pas la première fois qu'ils le font, ils l'ont déjà fait. Désolé, c'était gratuit. Mais, aussi, je pense que en fait, tout ce truc autour de Mina qui re-challenge Sayaka Mitani, je pense que c'était surtout autour, et qui vont réussir à masquer ça autour de Mina qui re-challenge pour le titre Wonder. Donc avec Saya ou pas, honnêtement, ça change rien pour moi. Je pense que le but même de la chose, c'est qu'elle aille vers le titre Wonder. Et quelle meilleure solution pour ça que le Cinderella. Donc, comme tu le dis, c'est tout à fait probable qu'elle remporte, mais qu'elle prenne pas le titre derrière. Et tout simplement parce que Azuki, elle est construite pour ce titre depuis bien plus longtemps. Azuki, c'est sa cinquième opportunité pour le titre. Je le rappelle quand même. Voilà, elle a affronté des Kairi, des Yoshirai, Momo, Arisa. Elle a affronté voilà, quatre des plus grosses championnes Wonder de l'histoire de ce titre quand même. Donc qu'elle perde contre, je suis désolé, hein, mais une random qui est arrivée il y a quoi, il y a 4 ans, même pas. Ce serait assez violent pour le contrat qu'elle a re-signé, Mais quoi, oui, parce que mais oui, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que ce qui s'est passé avant 2020, c'est oublié et enterré. Et malheureusement, pour moi, Momo Watanabe et Azuki, ça va être le même combat. C'est-à-dire qu'on était les grands noms du passé et qu'aujourd'hui, ben voilà, enfin, on n'est pas plus rien du tout. C'est un petit peu exagéré, mais malheureusement, j'ai peur que Azuki pour toi, ça soit Momo pour moi. C'est-à-dire qu'on va être là être dégoûté à chaque opportunité pour le titre et qu'on va prendre des clims à chaque fois. Et on verra, hein, c'est le 4 mars, c'est bientôt, mais j'ai peur qu'on soit sur le même combat, quoi. Parce franchement, que ce qui s'est passé avec Harissa, avec ceci, avec cela, il y a 5 6 ans, c'est Bouchirod, il est même pas au courant, hein, c'est terminé, ça. Tu l'as, toi, dit, ça me fait énormément de peine, mais malheureusement, on en a tous les deux conscience, hein. oui, ouais, mais le truc, et je suis désolé, c'est quelque chose qui va peut-être pas te faire plaisir, mais qui en tout cas est réel. C'est que déjà,
Azuki a une plus grosse fanbase, quoi, on va dire, que Momo. Donc je pense pas que ce sera le même combat. Azuki en ce moment est beaucoup plus praise qu'une Momo qui malheureusement a pas tant de fans que ça. Enfin, en tout cas, de ce que je peux observer moi, je vois beaucoup plus de fans d'Azuki, surtout en ce moment, que de Momo. Donc je pense pas qu'elle finira sans rien. Dans tous les cas, elle aura un titre, c'est certain. Et justement, c'est pour ça que moi je veux maintenant, puisque ce serait le moment idéal, tout simplement. Le problème, oui, c'est ce fameux Mina dans l'équation qui vient poser souci. Et pour la première fois de ma vie, je souhaite que Mina reste loin du titre et perde, et remporte même pas le Cinderella ou quoi. D'ailleurs, il y a de fortes possibilités pour qu'elle le remporte pas. Je pense. On en reparlera, hein, mais je pense qu'il y aura sûrement un draw contre Natsupoi, puisque c'est celle qu'elle va affronter au premier round. En Donc, tout cas, ceux qui nous écoutent, envoyez-nous vos pronostics. ouais, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous, puisque voilà, on a tous des avis différents et ils sont tous intéressants, surtout en vue du fait qu'il n'y a rien qui s'est passé encore. Donc, il y a tout un tas de scénarios possibles, donc ça peut être intéressant. Et, euh, et donc, voilà, on va voir ce que ça donne, hein, mais moi, évidemment, c'est logique, je suis de tout cœur avec Azuki et c'est celle que je veux le plus voir avoir ce titre. Voilà, Azuki est dans le cœur depuis des années, c'est celle que je soutiens depuis des années. Euh, c'est pas possible pour moi de l'avoir perdre contre Sayaka Mitani. Euh, et si ça arrive, vous pouvez imaginer déjà que je vais pousser un gros coup de gueule. Voilà, vous vous en doutez, j'aurai beaucoup de choses à dire. Et, et voilà, on verra ce qui va se passer, mais préparez-vous quoi. Hein, voilà. Allez, enchaînons. On enchaîne sur le match d'après. C'était Mayu Iwatani, Anan et Momokogo contre Maya Yuki, Ram Kaisho et Maika Ozaki. Donc, bon, là c'est pareil, c'est un peu comme le match d'avant celui d'Azuki, j'ai pas grand chose à dire. Anan qui a été plutôt sympa dans le match, je trouvais qu'elle a fait un bon taf, c'est une de celles que j'ai le plus remarqué de tout le match. Mayu, bon, classique, toujours très bon. Et, euh, et voilà, ça termine avec Maya qui pine Momokogo, donc un match plutôt sympa, mais sans plus, sur lequel j'ai pas spécialement besoin de développer. Ouais, bah, moi je regarde mes notes, j'ai mis Mayu a régalé, point. Victoire de Maya sur Momokogo, point. Ça a duré 10 minutes, mais j'ai trouvé ça bien long, point. Voilà. Voilà, c'est J'ai manqué cruellement d'intérêt dans ce match. Heureusement que Mayu m'a régalé, mais l'investissement était au bord du néant. Donc, en plus, le work rate m'a pas non plus spécialement régalé. Voilà, c'était un match en milieu de carte où on fait gagner Maya parce que voilà, on en reparlera à la fin du show, mais ouais. ouais, c'était pas des plus passionnants quoi. Voilà, effectivement. On passe au match suivant. C'était l'équipe de Cosmic Angels. On avait Tamnakano, Natsupoi et Saki contre Syuri, Mirai et Amisore. Donc là, un peu pareil que le match d'avant, c'est juste que je l'ai trouvé un peu plus intéressant, enfin, en termes de work rate, en termes, j'ai trouvé plus dynamique en tout cas. Et voilà, on a Natsupoi qui se fait bien dominer, j'ai trouvé, par les trois de Godzai, surtout au début. C'est un peu celle qui se fait un peu le plus traîner dans la boue quoi, pendant tout le match. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai noté et qui fait référence un peu à ce que je disais dans les derniers épisodes où c'était souvent elle justement qui se faisait dominer et tout. Donc je sais pas s'ils essaient de créer un programme autour de ça, surtout depuis qu'elles ont perdu les titres. Mais voilà, j'ai pas spécialement plus à dire. Il y a Tam qui remporte le match en faisant le tomber sur Mirai, qui est d'ailleurs assez surprenant, mais bon, en même temps, à côté, il y a Suri et la championne future, donc ça peut se comprendre. Mais Mirai qui d'ailleurs a l'air de retomber un peu dans la carte, pour mon plus grand plaisir. Je suis désolé pour les auditeurs qui l'aiment bien, mais je suis content de la voir descendre un petit peu après cette énorme année qu'elle a eue. J'estime que c'est pas si grave que ça qu'elle tombe dans la mid-card. Là où elle appartient d'ailleurs de mon avis personnel. Oui, mais je demande que ça, et pour autant, même si elle a perdu, je suis pas spécialement d'accord avec le constat. J'ai remarqué quand même qu'elle était bookée assez fort dans le match. Donc effectivement, Natsupoi se fait dominer bien longtemps.
Et après, quand Tam elle entre, elle y arrive pas en fait. Tam se fait rouler dessus au moment où elle prend le relais, donc ça m'a quand même un petit peu dérangé. Et justement, elle se fait rouler dessus en partie par Mirai aussi, donc ça m'a quand même un petit peu dérangé. Donc malgré le fait qu'elle prend le tombé à la fin, ça montre que ok, elle a perdu, mais voilà, elle a pas, elle a perdu en ayant quand même ses moments elle. Tu diras heureusement d'un côté, Ouais, sinon il ça faut bien aurait qu'elle reste fait un peu crédible. mal. Et je l'ai quand même trouvé quand même particulièrement forte sur le match malgré la défaite. Donc voilà, après elle se prend le Violetto Screwdriver pardon, de Tam. Donc Tam a fini par s'en sortir, mais on peut pas dire que Tam était quand même hyper fort dans le match. Elle a quand même un peu trop galéré à mon goût, même si elle s'en est quand même sortie à la fin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Écoute, je pense qu'on peut passer au match suivant. C'était Julia Mai Sakurai et Tekla contre Risa Serra, Suzu Suzuki et Kurumi Hiragi. Là, dans le match, bon, je vais développer un petit peu, mais il y a Mai qui était plutôt intéressante pardon, dans ce match. Je trouve qu'elle est de plus en plus mise en avant. Elle est d'ailleurs annoncée maintenant avant Tekla, donc ça montre qu'elle monte un peu pardon, dans la hiérarchie de Donna Del Mondo. Donc c'est plutôt cool pour elle. Moi je suis content de la voir quand même progresser, elle fait de bons progrès, elle est de mieux en mieux, elle s'améliore beaucoup. Et du coup c'est cool de la voir comme ça. Mais le truc c'est que Tekla, ben, elle a l'air un peu perdue. Elle retombe pas mal dans la carte. Je trouve ça surprenant. Je pensais qu'elle serait mise beaucoup plus en avant. Mais bon, apparemment, Mai Sakurai, du coup, est en train de lui passer devant petit à petit. Et on verra ce que ça donne. Mais on a un petit rappel, du coup, du Suzu contre Julia, pardon. Du dernier match, la dernière défense de Julia. Et d'ailleurs, en parlant de Tekla et de Suzu, j'ai trouvé qu'elles ont donné une très bonne performance l'une contre l'autre dans ce match. C'était plutôt cool à suivre. Et du coup, ben, c'est là-dessus que ça se termine avec Suzu qui pine Tekla. Donc je te laisse développer un petit peu sur ce que tu en as pensé et on reviendra sur l'après-match après. Ben, Hiragi Kurumi m'a régalé. Ses échanges avec Julia, franchement, j'ai trouvé ça vraiment de très bonne qualité. Ouais, c'est une très bonne catcheuse que perso j'ai découvert quand elle était à Ice. Donc, vraiment quelqu'un que j'aime bien et je suis content pour une fois que ça soit elle qui ait le spot du match, puisque à côté de Risa Serra et de Suzu, c'est quand même compliqué de briller étant les deux sont incroyables. Donc voilà, pour moi, c'était son soir, celle qui a été choisie dans le match pour être mise en avant. Je trouve qu'elle s'en est vraiment bien sortie, donc je suis vraiment content pour elle. Après, effectivement, on a eu un petit rappel entre Suzu et Julia avec des coups d'avant-bras qui étaient assez stiffs. Et après, petit mot pour Tekla qui se prend le tequila shot de Suzu, c'est que j'ai l'impression en fait, qu'ils savent plus quoi en faire avec Tekla. Voilà, ils la mettent un petit coup en Tech League avec je sais plus qui d'ailleurs, à la moitié se déguiser, à faire des trucs un peu fun et tout, mais j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi en faire, quoi. À tel point qu'ils lui filent même pas la SWA. Tu me dirais, ils savent pas quoi faire de la SWA non plus, mais si tu veux au moins redonner un peu de momentum et recrédibiliser tes clubs, je sais pas, tu trouves un truc pour lui filer, même si tu ne la défends pas, ce sera pas la première fois que la SWA, de toute façon, elle n'est pas défendue. Et là, enfin, Tekla, je vais employer un terme qui est pas bon parce que c'est pas ce que je veux dire, mais j'en ai pas d'autres sous le coude. C'est pas, je me demande pas s'ils sont pas sur l'erreur de casting. Enfin, j'ai l'impression qu'ils savent vraiment pas quoi en faire, quoi. Et ça me fait un peu de la peine pour elle, non pas que je sois son plus grand fan, mais j'ai l'impression que ils savent, ils arrivent pas à l'utiliser, quoi. Après, le truc, c'est que là, on partirait sur un débat beaucoup plus large. Mais de toute façon, je pense que Stardom, c'est un peu voilà, la WWE Joshi, quoi. Donc, n'importe quelle catcheuse qui venait d'une promotion un peu plus petite, si elle a l'occasion de briller chez Stardom, euh, évidemment, ils peuvent pas mettre tout le monde en avant et donc il peut pas y avoir tout le monde qui sera dans une place vraiment confortable. Mais en tout cas, ça change rien au fait qu'elles ont toute l'exposition, elles ont toute la popularité, elles ont des matchs récurrents, elles ont sûrement un salaire fixe, etc. Donc ça nous ferait aller vers un débat beaucoup plus large, comme je l'ai dit. Mais en tout cas, je pense que
elle, ça la dérange pas la manière dont elle est mise en avant. Et de toute façon, le SWA, elle l'a déjà eu, quoi. Donc lui redonner, ce serait juste inlassablement. Surtout que pour l'instant, c'est la seule gaijin avec à la limite Mariame. Donc il vaut mieux attendre pour l'instant qu'il y ait d'autres gaijin qui arrivent. C'est dommage pour Zaya Brookside qui est parti. Mais on espère voir plus de gaijin et que du coup elle puisse re-avoir un programme autour du SWA, quoi. Ouais, on verra, mais il faut qu'il lui trouve quelque chose, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, ben, on va parler de l'après-match. Donc, après le match, on a Maya Yuki qui vient et qui a dit qu'elle accepte le match dont, en fait, c'était Julia qui lui avait proposé. Et elle dit qu'elle accepte le match même si elle n'aime pas faire plaisir à Rossi. Donc, merci Maya, déjà, une petite pensée à toi, tu nous régales. Elle dit que voilà qu'elle veut dégoûter Julia et Rossi et donc tous les fans également. Euh, Même parce qu'elle sait voilà que déjà que personne veut l'avoir remporté en fait le match et le titre. Ce qui est tout à fait logique et sensé puisque personnellement c'est mon cas. J'ai envie de développer un petit peu plus là-dessus. Donc je suis désolé pour les fans de Maya Yuki. Mais en fait, moi, ça m'agace de voir ce genre de challenges. Non pas que j'aime pas Maya, au contraire, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une excellente catcheuse et comme j'ai pu en discuter avec deux trois personnes, pour moi, voilà, c'est une des meilleures catcheuses au monde. Peut-être pas top 5, top 10, mais voilà, elle en fait partie en tout cas, c'est certain. Et, euh, et du coup, ça semblerait légitime qu'elle puisse avoir ce match pour le titre. Sauf que moi, je trouve que c'est pas du tout le cas. Encore une fois, voilà, on en revient à la question de légitimité, puisqu'elle est arrivée dans la compagnie il y a quoi? Il y a 2 3 mois à peine quand le derby a été annoncé, quoi. C'était en décembre, ou même pas, novembre, je crois, c'était pour le show New Blood. Donc en fait, elle vient comme ça, elle a un match pour le titre. Alors on va me dire, oui, elle a de l'histoire avec Julia. Certes, sauf que c'est de l'histoire en fait qui appartient à Ice Ribbon et ça m'énerve en fait qu'on vienne ramener ça chez Stardom. Déjà, d'une première part, c'est offensant pour Ice Ribbon et d'une deuxième, c'est offensant pour Stardom et son histoire puisque Stardom a sa propre histoire et à partir du moment où on met le titre sur une catcheuse, elle est censée représenter la compagnie et représenter l'histoire de la compagnie et créer de la nouvelle histoire au sein de Stardom même, quoi. Donc là, en fait, on vient pour continuer, perpétuer une histoire qui a été faite dans une autre compagnie pour représenter Stardom. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Moi, vraiment, ça m'énerve en fait de voir ça, de voir de l'histoire d'une autre promotion, alors qu'on a des tonnes de challenges que Julia peut affronter pour créer encore plus d'histoires et créer plus de choses. On a notamment Tam, on a Azuki qui a de l'histoire avec Julia. Ça me fait pas plaisir, mais on a Maika. On en a parlé tout à l'heure, mais une catcheuse qui serait très intéressante à voir en challengeuse de transition, parce qu'on sait très bien qu'elle perdrait, mais Tekla. Tekla en challengeuse de transition, pourquoi pas? Ça ferait une belle histoire avec Julia. Ça peut être intéressant à suivre. Voilà, il y a plein de catcheuses qui ont de l'histoire avec Julia, qui ont des choses à raconter, et à la place, on vient ramener une catcheuse qui vient d'Ice Ribbon. Moi, ça m'énerve. Je comprends l'idée, mais là, en fait, la première s'est passée, c'était Suzu. Voilà, ça fait 1 an qu'elle est dans la compagnie, elle a les titres artistes, je veux bien le concevoir. Mais ensuite, on enchaîne maintenant avec Maya. Ce sera quoi après? Ça va être Risa Serra. Et on va avoir toutes les catcheuses. Il va y avoir Rina Yamashita qui va venir comme elle était venue à un show aussi. Au bout d'un moment, c'est pénible en fait. Et moi, j'en ai marre. Et je trouve ça irrespectueux pour les deux compagnies et pour les fans de longue date comme nous. Et voilà, moi, ça m'énerve. Oui, bah, je suis d'accord avec toi. Déjà parce que Ice Ribbon n'a pas le droit de regard et n'a pas la possibilité d'apporter un droit de réponse à ce qui se passe. Donc voilà, encore une fois, je trouve ça culotté. Je l'avais déjà dit dans le podcast et je le maintiens. D'autant que, ok, Julia, elle est partie de Ice dans on sait que c'était compliqué au niveau de son contrat. Bon, faut pas oublier que celles qui lui reprochent ça, elles sont plus non plus chez Ice Ribbon. Alors ok, ça c'est, il n'y a pas eu de souci au niveau du contrat parce que c'était sûrement des fins de contrat ou des choses comme ça.
Mais en attendant, celles qui ont dit voilà, t'es parti, machin, t'es pas resté avec nous, celles qui lui disent ça à l'heure actuelle, elles sont plus non plus chez Ice. Donc à un moment donné, même si ça s'est peut-être moins bien passé pour Julia que pour les autres, et encore, ça reste à voir. Eh ben, rien que ça, déjà, ça m'embête. C'est pas comme si encore elles étaient à 80 matchs pareils tous les ans et se permettent de dire, ouais, t'es parti, ceci, cela. Ben, en même temps, vous aussi, vous êtes parti faire votre truc de votre côté. Donc, à un moment donné, rien que ça, déjà, ça m'embête, quoi. Ça remet même en cause la légitimité du truc. À partir du moment où même toi, t'es plus non plus chez Ice, bon, ben voilà, quoi. Qu'est-ce que tu viens l'ouvrir pour ressasser un truc qui s'est passé il y a des années, quoi. Donc bon, après, voilà, ça va lancer le règne, on sait qu'elle va perdre. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas, enfin, c'est pas l'histoire de la Fed. Ice Ribbon a pas le droit de réponse, donc ça ne me plaît pas non plus. Après, le match va être bon, parce que c'est deux bonnes Oui. catcheuses, mais c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas... Voilà. C'est c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, quoi. Ouais, ben voilà. Enfin, en fait, le truc, c'est que déjà, moi, ça m'a pas plu qu'on mette le titre sur Julia, même si évidemment c'était logique, c'était censé, et Julia est une excellente catcheuse, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, c'est juste que, voilà, je suis pas son plus grand fan, c'est certain. Mais j'ai été prêt à l'accepter, puisque, ben, en fait, elle représente tout ce qu'il faut pour être une championne. Mais que du coup, en fait, son règne ce soit pour faire ça. Ça m'énerve tout simplement. Voilà, je suis plus. Je pense que toi, t'es plus du côté de l'argument en faveur de Ice Ribbon, alors que moi, je suis plus du côté du manque de respect envers l'histoire de Stardom et de ce qu'on peut créer. Moi, c'est surtout par rapport à Stardom que ça m'énerve, puisque Ice Ribbon, j'ai pas spécialement d'attache, même si oui, je suis d'accord avec toi que c'est quand même irrespectueux et que c'est quelque chose à ne pas faire. Mais c'est surtout en fait pour l'histoire de Stardom que ça m'énerve, pour toutes ces catcheuses qui attendent d'avoir une opportunité, mais qui, voilà, à la place, on a des catcheuses d'une autre promotion qui sont arrivées il y a 3 mois, qui viennent continuer leur histoire d'il y a 4 ans avec la catcheuse dans l'autre promotion, quoi. Donc, si. Voilà. Je vais essayer de pas répéter ce que j'ai dit et de pas voilà, continuer pendant de longues minutes, mais voilà, c'est quelque chose qui m'énerve et que je trouve offensant. Donc voilà, on en reparlera de toute façon une fois que le match sera passé. Et c'est de cette manière que on va faire une très belle transition envers un autre match qui nous a énormément déçus Ouais. avec Donc, Miami. je Dis-moi. veux juste te couper 2 secondes pour dire que du coup, les demi-finales de cette triangle derby, du coup, ça sera bah, l'équipe 7-Up contre Prominence et la deuxième, du coup, God's Eyes contre Cosmic Angel. Ah oui, Et pardon, juste pour effectivement. faire le point, du coup, sur où on en était justement dans ce triangle derby, puisqu'on a revu le show qui nous ont du coup donné les demi-finalistes. C'est vrai que j'ai complètement oublié de le mentionner parce que c'était quand même le dernier show officiel du Triangle Derby, donc sans compter les finales, quoi, les matchs de tournoi. Donc c'était aussi pour ça en plus qu'on faisait la review de ce show, puisque c'est quand même un show important dans l'histoire de ce tournoi du coup. Donc voilà, le tournoi est terminé, on va avoir les finales un peu plus tard, d'ici quelques semaines, Le euh, 4 mars. du coup le 4 mars, voilà. On a la carte qui est très remplie. Et on va en faire sûrement la preview dans le prochain épisode. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, comme je disais, on passe sans plus tarder au match pour le titre IWGP féminin. C'était Kairi qui défendait contre Mercedes Moné. Je vais récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé dans le match. Et on va commencer dans un premier temps avec quelque chose qui a en plus fait débat. C'est l'entrée de Mercedes Moné. Donc Sasha Banks, pour ceux qui la connaissent de VVE, d'ailleurs j'ai encore énormément de mal à l'appeler Mercedes Moné puisque je suis beaucoup trop habitué à l'appeler Sacha. Donc si parfois ça m'arrive de l'appeler Sacha comme ça, sans m'en rendre compte, voilà, veuillez m'en excuser. Mais en fait, elle rentre dans le ring
Déjà avec son theme song absolument désastreux qui est terrible, je supporte pas l'entendre. Mais en plus de ça, en fait, elle entre avec la tenue, littéralement, d'Anna Kimura. Donc là, c'est quand même un sujet assez sérieux. Et évidemment, cette opinion n'engage que moi. Je trouve ça personnellement très... Non, peut-être pas irrespectueux, puisque dans le sens c'était un hommage, mais je trouve ça un petit peu... comment dire? En fait, j'apprécie pas le fait qu'elle utilise l'image d'Anna de cette manière, puisque auparavant, en fait, euh, avant en fait le désastre qu'il y a eu par rapport à Anna, elle avait jamais entendu parler d'elle, enfin, en tout cas, elle l'a jamais mentionné. Et en fait, au moment où elle est décédée, Sacha a commencé à faire ses hommages, que au début j'ai trouvé ça très respectable, mais au point où en fait ça revenait constamment, euh, alors que au final, je suis convaincu qu'elle connaît pas grand-chose de la catcheuse. Il y a tout simplement à voir à quel point elle connaît la promotion. On l'a vu d'ailleurs dans une interview qui a beaucoup tourné sur Twitter. On lui demande qui est-ce qu'elle aimerait affronter. Les quatre catcheuses qu'elle cite, c'est les quatre les plus populaires en ce moment, dont deux dont elle n'arrive pas à prononcer le nom, quoi. Donc, à un moment, si ça, c'est pas se foutre de la gueule du monde, je suis désolé des propos un petit peu employés, mais voilà, moi je trouve ça extrêmement irrespectueux vis-à-vis de la compagnie. Dire que on souhaite venir dans une compagnie, que c'est notre rêve, mais qu'au final on arrive et on n'est pas capable d'aligner plus de 4 noms des plus populaires sans en plus les dire correctement. Et en plus de ça, en essayant de mettre en avant un hommage à une catcheuse que on connaît pas énormément, mis à part le fait de ce qui s'est passé malheureusement. Et, et en fait, voilà, ça m'énerve. C'est une belle chose malgré tout. En fait, j'apprécie le fait qu'il y ait un hommage, mais je pense qu'en plus, il aurait pu être fait d'une manière assez différente, puisque là, c'était quelque chose qui, j'avais l'impression, cherchait à attirer le buzz, en fait, cherchait à attirer l'empathie des fans. Et, et en fait, ça m'énerve. Si tu veux faire un hommage, il y a plein d'autres moyens de le faire différemment, et pas en fait en se représentant tel que la catcheuse. Il y a plein de moyens de la mettre en avant. On se souvient par exemple de Kairi qui l'avait fait avec en marquant sur son parapluie Anna quelque chose en japonais. On a Julia qui au show du 23 mai 2021 et même 2022 a fait quelques hommages. Même les catcheuses qui en font de temps en temps. On a Dakota Kai aussi, si je me rappelle bien. Mais voilà, en fait, le fait d'arriver en l'incarnant telle qu'elle est, moi, ça m'énerve. Et comme j'ai pu le dire, euh, c'est au final, si on prend un peu de recul et qu'on prend les choses de manière assez gros, en grossissant un peu les traits, elle n'est pas capable d'aligner plus de 4 catcheuses dans la compagnie. Et elle vient en fait en essayant de représenter une catcheuse qu'elle connaît à peine, mais pour laquelle elle a du respect, ce que j'apprécie. Le fait d'avoir du respect pour Anna Kimura, tout le monde en a et c'est logique et heureusement d'ailleurs. Euh, En fait, moi je le perçois plutôt comme tout ce que je connais de Stardom, c'est les quatre noms que j'ai vu buzzer, les deux trois moves que j'ai pu voir sur Twitter et Nakamura qui s'est suicidé quoi. Donc moi en fait c'est comme ça que je vois Mercedes Moné, c'est elle connaît rien d'autre de Stardom à part ce qui s'est passé avec Anna, 3-4 catcheuses dont elle a vu trois moves sur Twitter et c'est tout en fait. Et moi c'est ça qui me rend fou et donc de faire un hommage de cette manière-là que j'ai pas du tout apprécié, que j'ai trouvé assez irrespectueux. Ceci dit, il y a quand même Jungle Kiona, il y a la mère d'Anna Kyoko.
qui ont pas manqué de dire sur Twitter à quel point elles trouvaient l'hommage très beau, que c'était une belle chose. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, évidemment que moi je peux rien dire, je suis personne. Je cherche juste à donner mon opinion, ce que j'en ai pensé, et la manière de voir les choses. Je cherche à offenser personne, ni à manquer de respect à Mercedes ou quoi que ce soit, mais c'est juste en fait ma manière de voir les choses et à quel point en fait ça m'a choqué et fait mal en fait. À quel point j'ai trouvé ça vraiment violent. Et, et voilà, donc c'était un peu tout pour développer autour de ça. Et je pense que Miano, tu as aussi ton opinion dessus, donc je vais te laisser nous dire ce que tu en penses. Ben, pour le coup, je suis pas spécialement d'accord avec toi, si ce n'est sur le fait que j'aime pas Mercedes Moné non plus, mais bon, ça n'a pas de rapport avec ce dont on a commencé à parler. Enfin, Anna, elle était fan de Mercedes Moné, donc que Mercedes Moné en soi, elle la connaît pas plus que ça, j'ai envie de dire, pas que c'est normal, mais au final, enfin, on connaît pas forcément tous ses fans non plus, même si Anna était une catcheuse ou quoi, je vais pas lui reprocher de ne pas la connaître à partir du moment où Anna était fan bah, du coup, de Sasha Banks à l'époque, et que du coup, Sasha entre avec sa tenue. Pour voilà, lui rendre un hommage et le rend hommage à quelqu'un qui était fan d'elle, parce qu'il n'a pas spécialement besoin au final de la connaître plus que ça, d'autant plus que ça a été validé par Kiona, par Kyoko. À partir de là, j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, Anna, elle était fan de Sacha. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Sacha lui a rendu hommage. Au final, comme si c'était une de ses fans, quoi. Donc bon, à partir de là, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais pas dire que ça m'a déplu ou quoi que ce soit. Voilà, elle l'a fait, est-ce qu'elle devait le faire? Bah, pas la question, j'ai envie de dire, elle l'a fait, ça a été très bien reçu. Après, voilà, je vais pas dire que ça m'a ni plu ni déplu. Je trouve ça bien parce que déjà, ça a été validé par les personnes qui sont proches d'Anna, donc voilà, j'ai pas de négatif à dire dessus. Ok. Ouais, non, mais c'est quelque chose que j'entends. Et même le fait qu'Anna était fan d'elle, donc oui, c'est bien, mais moi, le truc qui m'énerve, en fait, c'est que ben, si c'était pas passé ce qui s'était passé pour Anna, je pense pas que Sacha lui aurait entendu parler d'elle ou aurait fait quoi que ce soit pour la remarquer ou pour essayer de, de lui faire juste un petit clin d'œil, enfin, ou un petit hommage, mais voilà, de manière différente pour voir qu'elle la connaît, quoi. Et en fait, je trouve que enfin, ça m'énerve de représenter ça dans un match comme celui-ci. Je trouve que ça n'avait pas spécialement lieu d'être, ou alors, comme je l'ai dit, faire quelque chose de plus soft. Et le fait d'arriver avec sa tenue, c'est la tenue en plus qu'elle portait, notamment quand elle est arrivée au Tokyo Dome, Nakimura. La première fois où Stardom est arrivé au Tokyo Dome en 2020. Et du coup, pour moi, ça marque un contraste, voilà, entre Anna qui vient pour un Show New Japan et ensuite Sacha qui vient pour un Show New Japan. Et je trouve que c'est une certaine manière d'essayer de la représenter ou de marquer en fait ce contraste. Et moi, ça m'énerve en fait parce que du coup, ça nous fait réaliser à quel point les deux étaient totalement différentes et voir une Sacha à la place de ce qu'aurait potentiellement pu être Anna, ben, moi voilà, ça m'énerve, surtout quand en plus, comme je l'ai dit, Sacha ne connaissait pas grand chose de Stardom, encore moins avant de venir. Donc c'est pour essayer d'expliquer un peu mon point de vue. Après, comme tu l'as dit, oui, moi je trouve ça bien qu'elle ait fait un hommage et je trouve ça quand même respectable puisque ça montre que voilà, ça passe pas inaperçu et de toute façon, à partir du moment où, comme tu l'as dit, les personnes concernées valident cet hommage, on ne peut que se taire et rien dire et ne pas donner de négativité. Je tenais juste à, encore une fois, dire ce que j'en pensais personnellement et, euh, et voilà, être le plus honnête possible, comme je l'ai toujours été, et donner mon avis le plus sincère, puisque moi, en tout cas, ça m'a dérangé pour d'autres raisons, tout comme ça m'a aussi, j'ai trouvé ça quand même
une belle chose. J'ai trouvé quand même que c'est une belle chose. Toute personne qui honore la mémoire d'Anna, dans tous les cas, c'est quelqu'un que c'est un geste que je respecte. Donc voilà, je tenais juste à mettre un peu en lumière ces deux opinions totalement opposées que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Donc on va passer ensuite au match. Je vais Euh, commencer si ça ne te gêne pas du coup. Évidemment, vas-y, fais donc. Je vais faire très vite. En fait, je suis désolé, mais moi, le match, je l'ai pas apprécié, même en dehors du résultat, parce que forcément, Sacha a gagné, et on reviendra là-dessus. Mais même si en faisant le même match, c'était Kerry qui gagnait, je suis désolé, le match, il ne tient debout uniquement grâce au star power des deux. Si tu m'enlèves le star power des deux, c'est un match de mid-card dans un gymnase, quoi. Enfin, je suis désolé, les 10 premières minutes, c'est d'un ennui total, il ne se passe strictement rien. Il n'y a absolument rien qui est teasé dans les moves. Il n'y a aucune construction de match, si ce n'est le crossface de Sasha Banks, qui finalement ne passera jamais et qui n'a été teasé que 2 fois. Les 10 premières minutes, pour moi, c'est clairement les star power. Regardez le star power qu'il y a sur le ring. Au final, il se passe rien. On passe sur un ref bump qui sort de nulle part pour aller de l'autre côté de la salle faire un spot de la table qui sort absolument de nulle part. On a un spot de table, voilà, tenez, prenez ça, oui, merci, pourquoi, on sait pas. Ça remonte sur le ring, et en un finish, c'est bâché, voilà. Il n'y a pas, y a rien de préparé, enfin voilà, c'est tenez, voilà, on a fait ça. Le star power est là, victoire de Sacha, mais enfin, le fond du match, la construction du match, enfin, pour moi, c'est d'un vide et terrible, quoi. Et en dehors de la star power, comme je l'ai dit, c'est low card, mid card, quoi. Il y a rien d'incroyable, quoi. Si ce n'est que enfin, que Mercedes n'a pas botché son finish. Et pour moi, c'est d'un vide assez terrible, quoi. Mais moi, je suis d'accord, j'ai ressenti le match de la même manière. À part le Star Power, comme tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose. Il y a cette dimension, évidemment, qui est très axée Bushiroad, même plus New Japan que Stardom. Même si de plus en plus Stardom, comme on l'avait dit dans ces derniers épisodes, cette dimension en fait de épique, essayer de faire un match qui est spectaculaire. Avec voilà un gros spot marquant, un truc et le star power des deux. Donc pour moi en fait c'est juste essayer de faire un match épique pour l'affiche que ça représente, puisque oui c'est quand même sur l'affiche c'est quelque chose d'énorme. Au final dans le ring c'était rien de spécial quoi. On aurait pu voir le même match à Raw d'ailleurs il y a quelques années sans le spot de la table, c'était quasiment pareil. Ceci dit, voilà, le match en soi, il est correct, il est bon, mais sans plus, quoi. J'arrive pas trop à comprendre personnellement toutes les bonnes, enfin les gens qui ont trouvé ça exceptionnel, légendaire, je sais pas quoi. J'ai trouvé ça absolument vide, surtout pour un match, pour un titre comme celui-là, qui en plus a besoin d'histoire et de prestige. Là, il en a rien gagné à mes yeux. Et encore plus avec le résultat qui personnellement m'exaspère. Mais de toute façon, enfin, c'était prévisible. On s'y attendait tous. C'est juste que de un, c'est irrespectueux. Enfin, irrespectueux, c'est pas cool pour Kairi puisque elle est revenue au final. Pourquoi? Aucune idée. Elle est venue, elle a eu le titre. Elle l'a gardé 2 mois, c'est tout. Il y a Tam qui a jobé à Wrestle Kingdom. Bon, ça c'est un peu normal, mais voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et là, Sacha va le gagner. Elle a d'ailleurs nommé sa prochaine challengeuse, elle veut Azumi. Super, donc après Tam, ça va être Azumi qui va se coucher, donc en 7-8 minutes. Hein, pour nous faire plaisir, c'est toujours cool. Hein. Et, euh, et voilà, en fait. Et en plus de ça, ils ont fait, en fait, je pense que c'était volontaire le fait que Sacha gagne dans un show New Japan aux US en fait. Moi, c'est ça aussi, ça a été une partie qui m'a beaucoup embêté. C'est que c'était quelque chose en fait aux États-Unis. Donc en fait, les fans aux États-Unis, il y en a une grosse partie qui suit très peu le produit New Japan et encore moins Stardom. Donc en fait, eux, ils voient quoi débarquer? Ils voient Kairi qui connaissent de WWE, Sasha Banks qui connaissent de WWE. Ils savent que ça va être un match un peu japonais, strong style, ouais, c'est cool. C'est pour un titre IWGP, oh trop bien.
tout le monde en parle, ça buzz, ça va être trop bien. Et au final, on applaudit, on essaie de pop, et puis voilà quoi. C'était un match légendaire. Moi, ça m'énerve parce que du coup, ben, on est avec un public qui connaît pas énormément pour beaucoup. Je dis pas pour tout le monde, j'en fais pas une généralité, mais il y a une grosse partie, c'est certain, qui connaît rien du produit Stardom, qui connaît pas grand chose de New Japan, qui vient parce que c'est un produit qui est beaucoup parlé, c'est à côté de chez eux. Et voilà, donc il y a la dimension aussi américaine qui m'embête. On se rappelle d'ailleurs les réactions qu'a eu Mercedes quand elle est venue à Wrestle Kingdom. Bon, c'était pas du tout les mêmes que là au dernier show là. Donc si ça avait été au Japon, je pense que les réactions auraient été un peu différentes. Je dis pas qu'elle se serait fait siffler ou quoi, mais je pense que ça aurait été différent. Surtout que c'est Kairi en face. Kairi qui est énormément apprécié au Japon. Normal en même temps. Donc je pense qu'ils ont voulu ne pas prendre trop de risques en la faisant gagner en plus dans un show qui était aux États-Unis. Et voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner au Japon. Mais voilà, je pense qu'aussi une grosse partie du buzz et des acclamations de la foule est due au fait que ben, ça venait d'un public américain qui, pour beaucoup, ne connaissent même pas le produit Stardom, quoi. Donc, moi aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup embêté. Et du coup, ouais, ça me gêne parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, tu avais l'occasion parfaite, c'est-à-dire que tu veux vendre un produit japonais à des Américains, donc tu veux vendre du cadre japonais, tu veux vendre un produit japonais, tu veux vendre une culture japonaise, une langue japonaise. Pour ça, l'enfant prodige Kerry, enfin Kerry-sen, Kerry Ojo, peu importe, il revient à la maison après avoir justement performé sur le sol américain, qui est le public que tu vises. Tu as toutes les conditions qui sont réunies pour donner ce boulot à Kerry. Dire que c'est l'enfant prodige de la maison qui s'exporte aux US, qui performe aux US, qui est reconnu aux US, revient à la maison et qui du coup peut faire le lien parfait justement entre les fans de Stardom et les fans US. Ça aurait pu être justement le lien entre ces deux publics, la personne qui fait le lien entre les deux cultures. Ben non, tu donnes le taf à une américaine qui n'a pas de culture japonaise, qui ne maîtrise pas la langue, qui ne maîtrise pas les coutumes japonaises. Donc au final, tu veux exporter un produit japonais avec une américaine qui ne maîtrise aucune de ses coutumes. Et je trouve ça extrêmement dérangeant. Ce n'est que voilà, ça va faire plaisir aux Américains qui vont payer 4 pay-per-view dans l'année, parce qu'il faut pas se mentir, ça m'étonnerait qu'ils regardent les triangles derby dans un gymnase devant 400 personnes avec 3 contre 3, j'y crois pas une seconde. Ou alors s'il y en a deux ou trois, on va dire énormes, les ventes au Stardom World elles augmentent, oui, ça va augmenter, c'est évident, donc bravo, du point de vue c'est incroyable. Ça me gêne, c'est pas comme ça que j'ai envie qu'on vende la culture japonaise, qu'on vende Stardom. C'est comme ça que je veux que le produit japonais soit vendu. Il y avait Kiryojo qui pour moi était parfait pour le faire. Là, il est revenu pourquoi? Franchement, on peut se poser la question. Quand tu regardes dans ces matchs, dans le premier match de Kiri, il y avait Unagi. Après, le SLK, bon, c'est l'exception. Dans son match d'après, il y a Miyu Hamasaki. Dans le match d'après, il y a Lady C. Dans le match d'après, il y a Saya Ida. Alpha Female pour l'histoire, c'est OK. Elle draw contre Sayaka. Après, elle a son énorme match contre Mayu, heureusement. Draw contre Utami. Et Plitam en 5 minutes. Et voilà, après, le job contre Mercedes Monet. Donc, pour moi, voilà, c'est malheureusement bah, une déception, quoi. Ouais, surtout que Donc, en plus, au niveau du business, voilà, ok, Mercedes Monet, ça va vendre du fric aux US, mais t'avais quelqu'un de parfait pour représenter ta propre culture, en plus qui vient de ton propre pays, ben, qui justement, comme je l'ai dit, a percé justement dans le pays que tu vises. C'était le lien parfait, malheureusement, on va la faciliter en mettant directement une américaine, quoi. Malheureusement, on n'a pas la culture pour représenter ton produit et je trouve ça dommage. D'autant plus qu'elle va allonger tout le roster de la Stardom, donc ça me fait encore plus mal. Parce que bon, ça va quand même les décrédibiliser un petit peu de se faire plier en 7 minutes. Bon, on va me dire oui, mais au moins ils seront connus. Les Américains auront vu Azumi, ils savaient pas c'était qui avant hier. Maintenant, ils sont allés voir sur Twitter. Il a couru 3 fois dans les cordes, ils l'ont vu pour la première fois, ils ont trouvé ça incroyable. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Enfin, je peux pas contredire fait réel, mais bon, enfin, ils auraient très bien pu l'avoir contre Kerry Ojo, quoi. Bon, heureusement, ça sera pas le cas, quoi. euh, ouais, de toute façon, c'est exactement moi ce que je disais, ce que tu es en train de dire, c'est ce que je disais quand on avait un petit débat d'ailleurs pour le premier épisode.
entre Kairi et Mayu de qui serait la meilleure championne. Pour moi, Kairi, c'était le choix parfait, puisqu'elle avait eu ce travail aux US que Mayu malheureusement n'avait pas. Et justement, elle faisait le lien parfait, et pour moi, c'était la championne parfaite qu'il fallait garder pendant un long moment, surtout pour établir ce titre, pour établir le prestige dont je parle de ce titre. C'est quand même important, surtout quand c'est ta première championne, c'est important d'avoir un champion voilà, qui reste ancré, qui a des bonnes bases, et la personne qui la bat, voilà, elle bat la première championne de l'histoire. Donc c'est quand même gros, et c'est quelque chose qu'il fallait pas faire maintenant. En soi, que Mercedes batte Kairi, je comprends d'un point de vue business. Mais le seul truc, c'est que même j'aurais pu l'accepter, mais si ça avait été fait bien plus tard, à la fin de l'année à la limite, mais minimum. Et là, en fait, Kairi, elle a quoi? Elle a 2 mois de règne. C'est- Je comprends pas l'utilité. Surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, on essaie de faire vendre un produit japonais. Et en fait, ce qu'il nous fallait, c'était totalement des affiches comme la première qu'on a eue entre Kairi et Mayu. Ça, c'est justement le catch japonais, le Joshi dont on a besoin de mettre en avant à travers ce titre IWGP. Et là, ce qu'on a, ben, au final, c'est tout simplement des choses qu'on peut voir chez AEW. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose ou pas. C'est juste que, ben, en soi, on l'a déjà chez AEW. On peut voir par exemple des Ryo ou des Hikaru Shida contre des Tony Storm ou des Thunder Rosa. Voilà. Donc, en fait, Stardom aurait, je pense qu'ils auraient plus à gagner sur la visibilité de leurs produits et la visibilité de leur identité à travers des matchs comme des Kairi Mayu ou des Kairi Tam. Et justement, en fait, on pourrait avoir le roster qui tourne euh, et qui se fait évidemment sûrement allongé, mais par Kairi. Et Kairi, de toute façon, c'est quelqu'un qui est une des plus grosses stars de l'histoire de la compagnie. Donc, si elle allonge tout le roster de Stardom, en soi, ça reste logique et cohérent. C'est comme si Yoshirai était revenu pour allonger le roster de Stardom avec ce titre. C'est quasiment le même niveau, donc en fait, ça pose pas de souci que une Tam ou une Azumi perdent contre une Kairi. Et justement, ça aurait été parfait. On aurait pu avoir des Starlight Kids qui viennent pour re-challenger Kairi comme elle l'avait fait il y a un an au World Climax, je sais plus quoi là, en avril ou ouais, avril. On aurait pu avoir quelque chose comme ça. Et ça aurait fait découvrir à tous les nouveaux et justement prendre des abonnements au Stardom World pour voir plus cette catcheuse. Cette catcheuse que j'ai vu challenger, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Je vais essayer de voir voilà, ce qu'elle a fait chez Stardom, voir des matchs similaires à ce que j'ai vu face à d'autres catcheuses que je connais pas ou que j'ai pu voir challenger. Et justement, ils auraient pu. Ce match pour le IWGP donne un avant-goût de ce que représente Stardom en soi. Alors que là, ben, c'est pas le cas. Et à la place, ben, on va voir Sacha qui va, comme tu l'as dit, allonger tout le roster. Ça va les décrédibiliser. Et à côté, Sacha va clamer haut et fort, ouais, je suis chez Stardom, ouais, j'ai affronté des catcheuses Stardom, alors que au fond, dans la promotion, elle y est même pas, quoi. Est-ce qu'on va la voir dans des triangles derby là, ou au fin fond, comme je le disais là, de Takadano Baba, ou même dans un Korakuen? Non, on la verra jamais dans des 3 contre 3. Non, elle est là juste pour des matchs épiques et qu'elles servent de l'image de Stardom, de l'identité de Stardom pour clamer haut et fort, ouais, j'ai catché au Japon, j'ai catché contre les meilleures catcheuses. En fait, ça m'énerve. Et c'est quelque chose que j'aime pas. Et voilà, donc je suis très très peu satisfait de la décision faite. Et encore plus quand il va y avoir une Azumi qui va challenger et qui, ça c'est mon avis personnel, mais qui à mes yeux est 3, 4, 5, 10 fois meilleur que Sacha dans le ring, mais qui pour autant va se faire allonger, quoi. Donc, et en plus, on dit que ça va apporter de la visibilité au produit, ce qui à mes yeux est faux, puisque au final, ben, c'est juste un, un aperçu qui en plus ne représente même pas en soi le produit, vu le type de match qu'on a. Comme on a pu le voir là avec le match Kairi contre Sacha.
qui est plus un truc que Bushiroad essaie de mettre en avant à travers New Japan par exemple. Et ni non plus pour les catcheuses, puisque ben, c'est bien, ils vont voir Azumi, mais je suis convaincu que dans 2 mois, ils l'ont oublié, quoi, ou tout ce dont ils se rappellent, ce sera un petit move assez cool qu'elle a fait, et puis voilà, basta, quoi. Donc ça m'énerve, pour moi, ça apporte de la visibilité, oui, mais en fait, c'est surtout du buzz, ça va surtout apporter du buzz sur le moment, qui au final sera oublié quelques mois plus tard, quoi. Et donc ça va utiliser l'image de Stardom de cette manière-là. Et moi c'est ça qui m'énerve. Mais bon, voilà. Pour l'instant, apparemment, on va rester là-dessus. Mais écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la Non, non, suite. je pense qu'on a tout dit, on peut passer à la suite. Ok, mais écoute, passons à la suite. Un truc qui te fera beaucoup plus plaisir puisqu'on va aborder le show j'allais dire Stardom, pardon, Seedling. C'était le show, c'était Pour une February. le Brand February. Ah, vas-y, c'est bon, j'ai même pas envie de le dire. Je te laisse, Miano, nous expliquer tout ça. Bien, allons-y. On va passer assez vite, hein. Je vais pas détailler du tout les matchs, hein. Je vais juste expliquer un petit peu ce qui s'est passé et où on se dirige sans vraiment rentrer en détail pour pas que ça soit inutilement trop long. Que voilà, on perd pas de temps. On commence tout de suite avec l'opener Miyuki Takase contre Kria. Voilà, on en avait fait la preview. Et que ça va être un opener, somme toute, assez classique avec Miyuki qui a beaucoup travaillé avec le public. Miyuki, le rayon de soleil, qui est contente d'être là, qui rend les fans contents d'être venus. Voilà, ça peut pour Miyuki. Le public monte tranquillement en pression, se chauffe tranquillement. Voilà, victoire de Miyuki Takase, c'est tout à fait logique puisque c'était la deuxième fois que Kria venait qui fait toujours du bon boulot d'ailleurs dans le ring. Voilà, ça lui a permis aussi de donner un booking puisque Purgy et Sidling travaillent beaucoup ensemble, hein, Kria étant de Purgy, je le rappelle. Voilà, on entretient les relations amicales entre les deux Feds et Miyuki Takase pour chauffer tout ça, c'est parfait. Donc voilà, victoire logique de Miyuki Takase. Ben moi personnellement j'ai trouvé le match plutôt ennuyant. Ça m'a surpris puisque j'aime beaucoup Miyuki du peu que j'ai vu. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle représente, son personnage et tout. Et là j'ai trouvé ça ennuyant. J'ai vraiment pas spécialement été passionné par ce que j'ai vu. Heureusement elle a fait une espèce de rolling pin là, comme le faisait Azuki à son époque de Queen's Quest. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Et c'est une des rares choses par lesquelles j'ai été voilà, ébloui, on va dire, en exagérant un peu. Mais voilà, j'ai trouvé le match vraiment long. Il m'a paru extrêmement long alors qu'il n'était pas tant que ça, il a duré que 12 minutes. Mais voilà. Ensuite, on passe au match High Speed, donc arbitré par Natsuki Tayo, avec Mei Suruga qui revenait contre Kakeru Sekiguchi qui participe depuis quelques mois à tous les matchs High Speed, et le fameux X qu'on rappelle au show précédent, celui-là que Kobayashi, qui avait gagné d'ailleurs, a été banni par Natsuki Tayo, donc du coup arbitre des matchs High Speed et honneur de la Fed, puisque lui avait fait une sorte de clé de bras pendant le match, donc du coup Natsuki a dit voilà, tu es banni. Et KO en a profité sur Twitter, voilà, pour disant que ok, ça allait pas être réel, mais qu'il allait amener l'assassin le plus redoutable qu'il avait sous la main. Donc elle a posté sur Twitter une photo avec un chapeau en disant que voilà, elle était revenue à l'aéroport. Justement, ça teasait la venue du coup d'une luchadora. Donc là, Pidita, c'est le nom qu'on lui donne. Voilà, bien évidemment, c'était Kao Kobayashi, mais toute l'histoire du match et de la promo dire de fin réside dans le fait que bah, elle n'a pas été découverte, hein. La promo de fin, on voit Mei Suruga et Kao Kobayashi, qui d'ailleurs les deux sont vraiment très drôles dans cette promo de fin, qui disent mais c'était KO, et Natsuki qui dit non, non, c'était pas elle, machin, vous êtes des gamines, arrêtez vos bêtises ou je sais pas quoi.
Du coup, voilà, on part sur un booking comme ça, donc avec une victoire de KO, enfin, KO, Lapidita qui pine les deux en même temps, du coup. Donc voilà, le match était plutôt fun. KO, bah, du coup, qui a incarné un autre personnage qui s'est mis à danser. Natsuki s'est mise à danser avec elle, totalement dupée par KO, puisqu'elle ne la reconnaît pas. Donc voilà, c'était plutôt fun. Puis de toute façon, avec Mei Suruga dans le ring et en promo, c'est forcément fun. Donc ouais, c'était très sympa et permet d'avoir une petite storyline aussi autour de la division High Speed. Donc ouais, c'était plutôt cool. Ouais, c'est sûr que c'était cool. De toute façon, il y avait KO, donc moi, ça m'a fait plaisir. Je suis content. Yamei Suruga, pareil, ça m'a fait plaisir. Je suis content. Le match ne peut être que intéressant puisque c'est deux catcheuses absolument géniales que j'adore regarder. Et c'était super. KO a été super, super fun. Mei aussi, comme toujours. Mei qui est une catcheuse extrêmement prometteuse, surtout pour son âge. Pour moi, c'est une des plus prometteuses de toute sa génération. Pour moi, elle rejoint les rangs des Azumi et Starlight Kid, sans aucun doute. Et donc, je suis content de l'avoir de plus en plus exposée. Et voilà, en plus, elle était passée chez Stardom, elle était passée affronter Azumi pour le titre High Speed, qui d'ailleurs était un super match, je vous recommande de le voir. Mais voilà, j'étais content de la revoir et de voir KO qui, comme toujours, régale et manque jamais de me faire plaisir dans un match. Et ensuite, on passe à un match par équipe avec Akari, Mikami, Amazon et Rina Yamashita contre Hiroyo Matsumoto, Ryo Mizunami, Makoto et Asuka. Que la storyline entre Amazon et Asuka se poursuit avec Amazon du coup qui continue de faire équipe avec Mikami. Donc voilà, on a un match dont l'objectif est de poursuivre cette storyline entre Amazon et la Sego, mais particulièrement Asuka. Et là, voilà, on a un booking, on va dire, assez habituel de Seedling où on prend le risque de faire perdre une des deux championnes par équipe avec Amazon qui fait une magistrale à Makoto pour conclure, assisté d'une close line juste avant de Rina Yamashita. Et tout l'enjeu est de savoir ce qui va se passer ensuite, puisque Akari, Mikami, Amazon et Rina Yamashita sont en train de teaser un clan. Est-ce que ce clan va tenir debout ou pas, sachant que Rina Yamashita n'a pas montré, on va dire, un intérêt extrêmement prononcé sur le clan. Twitter, c'était assez marrant parce que du coup, t'as Mikami posté une sorte de selfie avec Rina Yamashita, sauf que la photo, elle était un peu floue. Donc du coup, Rina Yamashita, elle répond ouais, tu dis qu'on s'aime bien et qu'on est proche, mais t'es même pas capable de prendre une photo qui est nette. Voilà, on se demande ce que Rina Yamashita va faire. Est-ce qu'il est intéressé à rejoindre ce clan ou pas? Sachant que si on se remémore un petit peu le passé, Amazon Rina Yamashita ont eu un title shot ensemble contre justement Makoto et Asuka qu'elles ont perdu. C'est d'ailleurs là que Amazon avait rejoint le clan de la Seiko, qui du coup bah, elle a quitté depuis. Donc il y a aussi cette histoire-là, est-ce que Rina a envie de retenter sa chance, on va dire, à côté de Amazon ou pas? Tout l'enjeu actuel de ce clan, est-ce que ça va tenir debout ou pas? Ils ont quand même l'air de dire que voilà, ils allaient essayer, que Rina, elle était prête, à essayer tout de même, mais en tout cas, l'enthousiasme, on va dire, de son côté n'est pas non plus au plus haut, quoi. Ouais, effectivement. Enfin, en tout cas, le clan, je trouve ça intéressant, l'idée du clan. Moi, en tout cas, ce qui m'a profondément déçu dans ce match, déjà, c'est que ben, Rina n'avait plus ses tresses de d'habitude. Euh, ça m'a, ça m'a un petit peu fait mal, puisque ben, ces tresses, c'est quand même mythique. C'est celles avec lesquelles je la vois quand je la vois catcher chez Freedom. Donc, voilà, ça m'a fait bizarre. Après, voilà, c'est juste une coupe de cheveux. N'allons pas plus loin, n'en faisant pas des caisses, mais voilà, je tenais à le souligner. Je tenais aussi à souligner quand même Makoto et Asuka qui ont fait. C'était un espèce de scissor kick, un truc comme ça, ou un head scissor, je sais plus. C'était absolument abominable. Je suis désolé, hein, mais l'exécution était terrible. C'était limite botché. Limite botché. Ah, c'est Donc, vrai, avec Stardom, t'as l'habitude des botches. non, mais je tenais à le dire, puisque je sais que t'aimes bien Makoto était le premier justement
à l'encenser. Donc, comme quoi, apparemment, il n'y a pas que Mina qui botche, hein, voilà. Euh, mais après, le match en soi, il est fun. Makoto qui arrête pas de crier, comme Il est toujours. pris dans le Giant Swing, la Ouais, pauvre. ouais. Il y a moyen de pas casser la tête des spectateurs quand elle prend un Giant Swing. Regarde, Haruka elle crie aussi dans ses matchs. Pourtant, moi je trouve ça fun, ça me régale et elle me casse pas la tête. Tu Euh, finiras par changer d'avis, tu verras. non, non, ça risque pas. Oh que non. Mais voilà, heureusement, on a Makoto. Pardon. Ah, tu vois, tu commences déjà. Tu vois, c'est à cause de toi. Surtout qu'en plus, j'allais Celui-là, tu dire me le quelque caches chose de pas. positif. Non, 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 on a Amazon qui régale, puisque justement elle roll up Makoto. Donc voilà, merci Amazon. Et l'idée du clan, je trouve ça cool. Juste que, en fait, le... je comprends pas trop, en fait, peut-être que tu pourras m'éclairer plus, mais pourquoi Akari et Rina dans le clan, enfin pourquoi celle-là précisément, ouais, c'est un peu flou, mais je trouve ça intéressant. Rina, enfin, euh, justement, cette fameuse histoire avec Amazon où elles ont challengé contre la Sego pour justement essayer de remporter les titres. Avec Ouais. d'ailleurs Amazon qui avait refusé de rejoindre la Sego tout de suite justement pour rester avec Rina Yamashita. Donc à la limite, ça fait sens. Après, Akari là-dedans, pourquoi? Parce qu'on est clairement dans l'entente avec Purgie. Je pense pas qu'elle va être un membre très important du clan. C'est vrai que Akari, il est ici, aurait pu être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas vraiment pour l'instant d'intérêt spécifique, si ce n'est que peut-être qu'elle s'est bien entendue avec les trois autres, d'autant plus qu'elles ont gagné. Donc au final, pourquoi pas? Il n'y a peut-être pas spécialement non plus besoin d'en faire des tonnes pour que le quatrième du clan rejoigne. Voilà, une victoire avec eux. Lui propose de continuer, elle se dit, bon, on a gagné, pourquoi pas, quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher plus que ça, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, je pense que là, ils ont le temps de créer des storylines et justement créer de l'histoire autour voilà, de Akari qui rejoint et petit à petit, elle va s'intégrer dans le clan et du coup, ça fera totalement sens de la raison pour laquelle elle a rejoint. Je pense que oui, il n'y a peut-être pas besoin qu'il y ait une raison, mais petit à petit, elle va s'installer j'espère qu'elle va nous prouver que voilà, il y a- elle a une raison d'être ici et que moi je suis pas contre en tout cas. Je trouve que le clan est intéressant. Idem, et ensuite on passe au semi avec justement cette fameuse nouvelle génération qui a très très faim et qui veut, on va dire, un petit peu la lumière, qui du coup s'affrontent en équipe avec d'un côté Misa Kagura et Itsuki Aoki qui font face à Riko Kaijo et à Ayame Sasamura qui dès l'entrée m'ont régalé. On a eu une nouvelle fois droit à Avril Lavigne. Je pensais que c'était du one shot pour le gros match de titre, mais non, elles ont gardé le theme song. Du coup, j'étais déjà à fond dans le match. Là, c'est typiquement Seedling qui me surprend dans le booking où quand on a fait la preview. J'ai dit, voilà, Rico Kaiju, Ayame, c'est une équipe qui est constituée. Ça m'étonnerait qu'elle perde. Ils vont faire gagner Ayame pour l'envoyer sur Arisa Nakajima. Bon, j'avais pas entièrement tort, mais j'avais pas raison non plus. Est-ce qu'ils ont pris le contre-pied? Victoire de Misakagura sur Rico Kaiju. Mais pourquoi? Parce que Rico Kaiju, elle a la ceinture pop. Comme je l'avais expliqué, c'est grosso modo le titre futur de la Stardom. C'est un titre pour les catcheuses qui, je crois, ont moins de 4 ans d'expérience. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Du coup, victoire de Misakagura sur Riko Kaiju qui challenge pour ce fameux titre pop. Et là, bonne nouvelle pour moi puisque ce match se fera au prochain show Seedling. Pardon, le match est déjà officiel et annoncé. Voilà, Misakagura qui arrive avec un petit momentum devant Riko Kaiju. Va du coup devoir défendre son titre contre Misa. Donc pourquoi pas, moi je dis allons-y. Plus Misa Kagura, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie dans le ring. Voilà, vous le savez, je suis pas fan des babyface, mais pourtant Misa Kagura, j'accroche à fond. C'est vraiment quelqu'un qui rayonne, qui est toujours souriante, qui fait pas des tonnes.
Ça aussi, pourquoi j'aime pas les babyface, parce que j'ai toujours l'impression qu'ils en font des tonnes et des tonnes, que c'est surjoué dans les émotions. Mais Misa Kagura, pas du tout. Elle se prend vraiment pas, elle se prend pas du tout la tête. Elle catche bien. J'ai vraiment envie d'être derrière elle. Mais forcément, je serai pour Riko Kaju parce que voilà, on soutient la maison. Mais vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va être super. Et effectivement, je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Ben, en vrai, ouais, le match, je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai rien trouvé en fait d'exceptionnel. Bien que pourtant, ouais, Misakagura, j'aime bien. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, j'ai encore du mal à accrocher. Je sais pas, je trouve que ça manque un petit peu d'émotion, de connexion en tout cas. J'ai pas autant de connexion avec elle que toi, peut-être t'en as. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Je trouve que ce qu'elle fait dans le ring, c'est intéressant. Et son charisme naturel, sa manière d'attirer le public et tout, je trouve ça vachement intéressant. Et j'ai envie d'en voir un peu plus pour voir justement si voilà, je l'apprécie vraiment ou si c'est une catcheuse que j'aime bien juste. Et en face, voilà, Riko Kaiju que j'aime beaucoup et Ayame Sasamura qui est sympathique. Voilà, les deux ensemble sont fun. Je comprends pourquoi t'en parles autant. Et en plus, dans ce match, c'était assez agressif. Il y avait pas mal de combativité. Bref, je me souviens plus quel mot c'est. Euh, Combativité, c'est ça. Combativité, ouais. Ok. Euh, et euh, et j'ai trouvé ça cool. Mais après le match, j'ai pas spécialement été passionné, voilà, pas autant que toi en tout cas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, notamment, voilà, comme je l'ai dit, tout ce côté un peu fighting spirit, combativité, etc. Et Misa qui remporte le match, donc pourquoi pas. Après, Missa, moi, elle m'a convaincu, on va dire, un peu plus tard. Peut-être que pour toi, ça sera la même chose, mais la première fois, elle arrive à Seedling, bah forcément, il n'avait pas d'histoire et pas de booking en cours. Il a fait son match. J'ai fait, ouais, bof, on verra bien, quoi. Finalement, ils ont vraiment, enfin, ce que j'avais dit, ils ont vraiment trouvé une place au milieu de Hanako et de Harissa. Elle avait un vrai rôle, elle a été parfaite et finalement elle a réussi à me dire qui elle était, elle a réussi à me donner personnalité, à me rendre compte de qui c'était finalement. Et, finalement, elle aura pas mis longtemps à me convaincre, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vue où je la connaissais pas, je me suis dit ouais bon, c'est pas terrible quoi. Et elle m'aura convaincu, donc voilà, félicitations, félicitations à elle et hâte de voir ça en tout cas. Oui. Ouais, ben, pareil, écoute, hâte de voir. Seul le temps me dira ce que je pense vraiment d'elle. Et ensuite, on passe au main evento, match pour le titre Arisa Nakajima contre Riko Kawahata. Donc forcément, bah, il y a ma catcheuse préférée contre une future, je pense, grande du Joshi, à savoir Riko Kawahata. Donc voilà, la jeune génération arrive. C'est là où pour moi Arisa Nakajima c'est une des meilleures catcheuses du Japon, pour pas dire la meilleure, sinon on va dire que je vais faire du fanboy, du fan un peu trop hardcore, mais elle sait tout faire. En fait, elle peut faire une technical masterclass d'une demi-heure contre Hanako ou Hiroyo Matsumoto. Là, on lui donne la nouvelle génération. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va pas faire une technical masterclass. Elle va être stiff comme pas possible. Elle met des coups d'avant-bras, mais ils sont incroyablement puissants. Enfin, et stiff, elle la démonte. C'est hyper impactant. Là, du coup, elle s'est pas mise en mode technique ultra à faire du work rate comme elle sait le faire. Elle n'est pas du tout entrée dans cette position-là. Elle a mis un quart d'heure où elle a démoli Riko Kawahata en étant uniquement stiff. Du coup, c'est incroyable. Elle lui a mis une German suplex, mais qui est d'une puissance, mais qui est incroyable. Ensuite, elle la termine avec son finish. Voilà, un quart d'heure pour montrer c'est la patronne et que la nouvelle génération, elle peut continuer de bosser avant de venir l'embêter. Donc voilà, la durée assez courte au final n'est pas dérangeante dans l'histoire qu'on raconte en disant que voilà, Arisa, c'est vraiment la dernière boss du jeu pour la nouvelle génération et qu'il faudrait qu'ils se lèvent tôt s'ils veulent aller la déloger.
pour autant, Rico n'a pas démérité, pardon. Elle passe quand même plusieurs trucs sympas. Elle a passé son finish, son moonsault, la kick-out de pas mal de trucs. Là, elle s'est montrée combative. D'ailleurs, elle a pas dansé, hein. Elle est arrivée en étant ultra sérieuse. Pas de danse, pas de fioriture dans ce genre-là. Tout de suite, focus sur l'objectif. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Là, on va dire conscience de l'importance du match en justement étant concentré, en évitant les danses et tout ce genre de trucs font que c'est quelqu'un d'assez fun et j'ai trouvé le match, on va dire, intelligemment construit et booké. Et voilà, c'était vraiment un très bon match. Trop long justement pour l'histoire racontée et j'ai trouvé ça super. Bah écoute, en vrai, j'ai trouvé le match plutôt pas mal. Je pense que je l'ai moins apprécié que toi, c'est quasiment certain. Mais j'ai trouvé que voilà, Rico s'est plutôt bien donné. Elle a bien joué l'underdog. Et en fait, l'histoire du match, en tout cas telle que je l'ai ressenti, je l'ai trouvé très cool. En fait, de la manière où j'avais l'impression que, enfin, je pense même que c'était l'histoire même du match, hein, vu la manière dont de toute façon tu as expliqué un peu l'enjeu entre les deux, avec Arisa qui est un peu la big boss, quoi, en tout cas de la compagnie contre Rico qui est un peu la nouvelle génération, qui est un peu l'avenir, qui est celle qui justement cherche à prouver que elle appartient au niveau d'Arissa, même si évidemment je ne pense pas que ce soit le cas. Mais, euh, mais en tout cas, en fait, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là autour de Rico qui cherche à prouver alors qu'Arissa, c'est un peu la big boss qui va un peu lui montrer que mais en fait, faut pas trop prendre ses rêves pour des réalités, quoi. Et j'ai trouvé ça très cool. Le match a été plutôt bon. Et voilà, et dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment. Du coup, on passe à la fin de show avec Itsuki Aoki qui monte sur le ring et qui veut s'en prendre à Arisa Nakajima qui veut son title shot. Et là, on a Ayame Sasamura qui monte sur le ring et qui lui dit en gros, allez, c'est bon, casse-toi, et qui lui indique la sortie pour continuer tout son trash talk. Toutes ces prises de bec avec Arisa Nakajima en montrant que c'est la plus déterminée pour justement pour l'affronter et du coup le match entre Ayame et Arisa est officiel justement pour le prochain show Seedling donc j'ai hâte de voir ça donc je sais ce que tu vas me dire c'est que Ayame était dans un match qu'elle a perdu et pourtant elle challenge et quand Stardom fait ça, t'es le premier à gueuler, oui c'est vrai, sauf que Seedling n'a pas non plus 150 shows pour préparer ses matchs et ses histoires, donc ils ont fait ça pour avoir un match pour Riko Kaju. Mais pourquoi Yame Sasamura, ça fait sens? Déjà parce que quand Arisa a repris le titre à Hiroyo Matsumoto, c'est la première qui est montée au credo pour la nouvelle génération, la première à lui avoir empoigné par les cheveux et à lui causer du pays. Et il faut pas oublier non plus que en 2018, enfin du moins c'était fin 2018, Ayame Sasamura a été championne tag chez Sidling avec qui dominer? Ben, elle a été championne tag avec Arisa Nakajima. Bon, ok, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même ça compte. Il faut pas oublier non plus qu'en 2019, Ayame Sasamura a eu un title shot contre Arisa Nakajima. Enfin, je crois que c'était en 2019, je ne me souviens plus, il me semble. Enfin bref, peu importe. C'est tout simplement pour dire qu'Ayame a déjà eu une chance au titre contre justement Arisa Nakajima et que ça va être sa deuxième chance. Donc il y a quand même un passif entre les deux et ça explique aussi pourquoi elle est autant motivée à prouver sa valeur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. En plus, Ayame, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, elle est super. Voilà, je pense que Arisa va la plier aussi un peu de la même manière avec Rico, mais je m'attends beaucoup de tension et à un super match. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Mais honnêtement, je suis un peu moins hypé que toi. Parce que ben, voilà, Ayame, c'est pas non plus là quelque chose que je préfère. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai énormément d'accroche. Mais je pense que le match peut être quand même plutôt cool. En tout cas, je me souviens du match contre Nakajima. C'était bon en soi.
Donc ce sera un autre bon match qui est toujours plaisant à regarder, quoi. Mais je pense que, ouais, en tout cas pour l'instant, je suis moins hypé que toi. Et je pense que je serai même moins euh, passionné par le match que toi. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera bon. Et j'invite tout le monde à le voir. Donc voilà, j'ai fini de faire le tour. Il y a, du coup, la carte de Seedling n'est pas encore complètement sortie. On a que le Riko Kaiju Misa pour le titre pop et le Nakajima Sasamura pour le titre principal. Le prochain show sera au Shinkiba First Ring et ça sera le 20 mars. Pour les nouvelles, on en parlera rapidement comme on l'a fait fois précédente. Donc voilà, on fera une petite preview quand tout sera sorti assez rapide. Faire le point sur la carte quand elle sera définitive. Ouais, on vous fera ça dans un prochain épisode. Et donc, ce sera tout pour cette partie Seedling. On passe maintenant à la recommandation de la semaine. Mais du coup, je vais commencer pour cette recommandation de match. Et ça risque peut-être d'être un petit peu plus long que les autres semaines, puisque j'ai quand même un match très spécial à mes yeux à recommander. Donc voilà, c'était justement en l'honneur de l'opportunité d'Azuki. Donc je voulais recommander un de ces matchs pour le titre Wonder, et c'est sans nul doute contre la seule, l'unique, la meilleure catcheuse de l'histoire, Arisa Oshiki. Je voulais expliquer un petit peu la rivalité autour en plus, puisque c'est quelque chose qui est très peu souligné, que je trouve très peu parlé, mis en avant, alors que c'est une rivalité qui est plutôt intéressante. En fait, c'est depuis à partir du mois de janvier-février, euh, dans un match qui opposait Arisa Etam contre Kagetsu et Azuki. Tout était parti de là. À la fin du match, voilà, elle s'était un petit peu embrouillée, elle s'était prise par les cheveux, et elle s'était, voilà, disons, c'était très animé entre les deux. Et après, ben, la rivalité a continué au fil des match tags, etc. Chaque fin de match, voilà, elles n'arrêtaient pas de se prendre par les cheveux, de se coller tête contre tête, et c'était vraiment intense, quoi. Les deux se détestaient, et surtout Azuki détestait Arisa plus que n'importe qui. Donc c'était super cool à suivre, et on sentait vraiment la haine entre les deux. Au point où parfois même ça dégénérait, il fallait que les, les deux catcheuses soient stoppées par leur père de leur clan respectif. Et du coup, on n'avait jamais eu de conclusion à tout ça, quoi. Parce que, comme je l'ai dit, ça a commencé en janvier-février, au mois de mars, avril. On n'avait toujours rien, mais toujours rien. Donc, c'était. Voilà. Ça s'était un petit peu arrêté vers mars-avril, justement, c'était un peu retombé. Et justement, en fait, on avait eu, à la fin d'un match tag, il me semble que c'était un 4 contre 4, je crois, un Stars contre Oedo Tai. Il y avait Azuki et Arisa qui s'étaient vraiment voilà, embrouillés de manière méchante, etc. Et ça avait fini, à force de se tirer les cheveux, en fait, sur le fait qu'elles avaient suggéré l'idée d'un potentiel R vs R match. Déjà, donc on avait déjà les prémices, mais malheureusement, ça c'est, enfin, et même heureusement, parce que sinon, moi, ça m'aurait pas plu. Ça ne s'est jamais fait. Il y avait même Yuri Kozakai qui était un peu mêlé à tout ça, qui essayait de les séparer, qui leur disait mais faites pas ça, quoi. Donc voilà, c'était très intense la rivalité. Et du coup, ben, ça a amené à ce match. C'est Arisa qui avait annoncé en fait le nom d'Azuki en tant que challengeuse, et Azuki avait débarqué en lui disant tu mentionnes pas mon nom en fait n'importe comment. Donc ça, j'apprécie pas. Mentionne pas mon nom comme ça sans mon autorisation. Et du coup, elles se sont repris par les cheveux à nouveau, etc. Tout ce qu'on aime.
Et donc, voilà, on a les commentaires backstage. On a Azuki qui nous dit que c'est sa quatrième opportunité pour le titre, puisque, ouais, comme je l'avais dit, elle a affronté les Kairi, Yo, Momo et du coup Arisa. Et Arisa, de son côté, dit que c'est la fin avec Azuki. Enfin, est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est juste le début? Elle sait pas tout à fait, mais en tout cas, ce qu'elle veut, c'est remercier Azuki avec plein de kicks. Donc ça, c'est tout ce qu'on aime, c'est magnifique. Elle nous fait plaisir, ça régale. Euh, les entrées qui sont toujours exceptionnelles. Azuki avec son magnifique costume blanc qu'elle porte toujours aujourd'hui. Et Arisa, comme toujours, avec sa magnifique veste blanche et son masque incroyable. On a même Kito qui applaudit au bord du ring, ça m'a régalé, puisque ça remonte déjà il y a à peu près 4 ans. Donc voilà, ça fait un peu bizarre, c'est toujours plaisant à voir. Et, euh, et voilà, Azuki d'ailleurs qui avait la magnifique veste d'Oedo Tai, toute noire avec écrit Oedo Tai en rose dessus, incroyable. Donc le match était tout simplement exceptionnel, vous vous en doutez. Euh, on a le match qui commence avec une prise de force, avec Arisa qui parvient un peu à prendre le dessus. Et au final, après, ça enchaîne sur du chain. Arisa arrive à faire un snapmare à Azuki, lui mettre un kick dans le dos, mais Azuki reprend le dessus en prenant Arisa par le pied, elle la fait trébucher, elle l'amène à l'extérieur du ring, et là, à partir de là, elle commence à la dominer de manière très intense. Elle la jette dans les chaises, et elle lui fracasse la tête contre le mur du Korakuen, le mur ouest pour être précis. Et après, elle la ramène dans le ring, donc voilà, ça reprend. Arisa, elle arrive à reprendre le dessus. Elle enchaîne les kicks dans le dos d'Azuki, elle met un magnifique combo qui est très cool à voir. Euh, et ensuite, elle commence à projeter Azuki dans les cordes, mais Azuki revient avec un springboard dropkick dans le coin. Elle enchaîne avec un backbreaker et son magnifique running big boot dans les cordes. Du coup, elle reprend un peu l'ascendant et elle amène Arisa en crossface pour essayer d'en finir. Les expressions faciales d'ailleurs qui sont vraiment top. Autant pour Azuki qui joue magnifiquement la hargne, un peu la rage, etc. de vouloir la battre, et Arisa de la souffrance. Donc c'est très plaisant à regarder. Enfin, elles jouent très bien leur caractère. Et ensuite, Arisa parvient à reprendre un petit peu le dessus. Elle met un magnifique hook kick alors qu'Azuki partait dans les cordes, ce qui fait que ça projette un peu Azuki en arrière, mais elle revient avec un énorme bicycle kick. Et Arisa enchaîne juste après avec un step-up Inzugiri. C'était une super séquence, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Et ensuite, Azuki revient en reprenant un petit peu l'avantage. Elle fait son très 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 beau springboard dropkick, mais Arisa arrive à l'esquiver et elle la chope en sleeper hold. Azuki parvient à s'en sortir. Et, euh, et ensuite, ça finit en haut du coin où les deux s'affrontent en haut du coin. On a Arisa qui du coup arrive à remporter un peu cette bataille en haut du coin en lui mettant un énorme shoot headbutt avant d'enchaîner avec son 1399 sur une Azuki qui est complètement sonnée. Et du coup, elle enchaîne sur son Adamas en remontant sur la troisième. Et elle fait son Brazilian kick qui est toujours une merveille pour les yeux. Mais Azuki se dégage à deux, donc c'est incroyable. J'ai vu très peu de personnes se dégager du Brazilian kick, donc là c'était le choc absolu lorsque j'ai vu ce match pour la première fois, du coup en 2019. C'était incroyable. Du coup, ben, elle commence elle essaie de faire son dernier move, le move auquel elle a recours à la toute fin, son Shining Impact depuis le coin. Mais Azuki, elle arrive à esquiver, elle lui place un magnifique DDT et son Michinoku. Très beau combo, très bel enchaînement. Et après, les deux commencent à remonter petit à petit en s'échangeant des forearms, en hurlant de rage. On sent l'intensité, on sent toute la haine entre les deux et tout ce que cette rivalité représente, et c'est absolument génial.
Euh, et, euh, et ensuite, il y a Arisa qui essaie de mettre une claque à Azuki qui esquive et qui lui en met une énorme. Et elle lui met un code breaker dans le coin. Elle refait son springboard dropkick qui cette fois passe. Mais il y a un dégagement à deux d'Arisa avant d'enchaîner directement sur le crossface à nouveau. Et Arisa est totalement endolorie, elle n'arrive pas à attraper la corde. Du coup, elle essaie de rouler en arrière, mais Azuki la suit. Du coup, ça fait qu'elle arrive à conserver la prise et en même temps, au passage, elle arrive à lui attraper le bras, donc elle la tord encore plus en deux. Et Arisa parvient tant bien que mal à mettre le pied sur la corde, heureusement. Et à partir de là, on a euh, Azuki qui re-enchaîne un running big boot avec un Michinoku et elle part sur la troisième pour faire son finish là le- le- l'espèce de senton là le bombs away comme elle appelle. Mais Arisa elle a rejoint sur la troisième avant. Azuki lui met un énorme nid, elle fait une espèce de sunset flip. J'ai rarement vu Azuki faire un sunset flip. Et elle la descend en neckbreaker alors qu'Arisa était toujours sur la troisième corde. C'était un très bon moment. Et du coup, ben, cette fois, Azuki retente son finish depuis la troisième, mais Arisa esquive et elle met un magnifique Aini. Et les deux sont complètement étendus au sol, complètement morts de fatigue. C'est magnifique à voir, c'est un moment spécial et on sent en fait toute la fatigue, toute à quel point elle se donne pour ce match, pour ce titre qui est évidemment très prestigieux et qui représente tant. Et Arisa la relève, elle tente son Brazilian kick, mais Azuki esquive, elle fait une Azuki Stral qui d'ailleurs passe de très 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 juste, vraiment un 2,99 comme on n'a jamais vu. Euh, et euh, mais Arisa évidemment se dégage. Azuki essaie de la relever pour lui mettre un énorme shoot headbutt. Arisa le prend, ça la fait reculer un peu dans les cordes et ça la fait revenir avec un énorme Aini encore une fois qu'elle enchaîne avec le Brazilian Kick avant de se placer dans le coin pour placer son Shining Impact qui cette fois passe pour remporter la victoire. Donc après un match absolument exceptionnel, phénoménal, Arisa remporte le match, elle conserve son titre et elle arrive à valider sa troisième défense. Elle tente même de serrer la main à Azuki, mais qui, bon, Azuki à l'époque, c'était pas la Azuki de Stars, donc évidemment qu'elle refuse. Elle rentre dans le vestiaire complètement dégoûtée. Mais Arisa, malgré tout, la remercie. Elle dit qu'elle a passé un bon moment, que c'était un bon match, que c'était fun. Et voilà, et Arisa qui fait toujours plaisir lors de promos, de matchs, peu importe. Juste la voir redonne le sourire, donc c'est toujours un plaisir de la voir catcher. Donc je vous invite à voir ce match absolument, puisque c'était un des meilleurs matchs de la carrière d'Azuki et d'Arisa, un des meilleurs matchs pour le titre Wonder que vous verrez, et ça vous met un petit peu en lumière le niveau d'Azuki qui est loin d'être juste correct. Quoi. Si j'en fais des caisses, c'est parce qu'elle est absolument exceptionnelle. Et c'est pas pour rien que je veux l'avoir remporté ce match, puisque ben, ça va être du coup sa cinquième opportunité. Et c'est tellement battu pour l'avoir qu'elle a affronté les meilleures catcheuses pour ça. Donc c'est pour ça que je veux que ce soit son moment. Mais je vous invite absolument à regarder ce match de tout cœur. Ben, la Azuki de Stars, elle serra peut-être pas non plus la main de Sayaka une fois qu'il aura perdu son énième title shot à la Wonder. J'espère. J'espère qu'en tout cas, lui serrera pas la main ici à perd. Ouais, non, si, forcément, le match était bien. D'ailleurs, une fois que vous aurez terminé de regarder le règne de Momo Watanabe, vous pourrez voir l'intégralité de celui de Arisa Ah, Oshiki, qui est très bon également. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Moi, encore un retour dans le passé, pour moi un petit peu moins ancien que ceux que j'avais conseillés avant, mais tout de même, puisqu'on est en 2014 avec Yoshirai championne, avec Yoshiko pour la défier pour le World Stardom, donc je vais y aller quand même assez vite. Commence par des échanges de coups, forcément, ça tape super fort, puisque voilà, Chico est bien stiff, mais voilà, c'est Yoshirai, elle n'est pas non plus dominée par la puissance, c'est assez équilibré, même si ça tape fort du côté de Yoshiko. No Korakuen, donc forcément, ça fait le spot du moonsault en haut des escaliers, au milieu du Korakuen, mais bon, ça c'est habituel, on va dire.
coup, elles reviennent les deux sur le ring avec une période de domination de Yoshirai pour capitaliser justement cette prise de risque. On a Yoshirai qui fait pas mal de monkey flip, donc voilà, c'est Yoshirai, l'exécution est parfaite. Jusqu'au fameux enchaînement des trois moonsaults de Yoshirai, hein, celui qu'elle fait d'abord au sol, ensuite la deuxième, ensuite sur la troisième, enfin bref, donc voilà, ça passe, sauf le dernier que Yoshiko contre en levant les genoux. Ensuite va user de sa puissance pour renverser le rapport de force. Cette fois-ci, c'est au tour de Yoshiko de dominer, mais voilà, ça se rééquilibre assez vite. Tente des flash pins des deux côtés avec Yoshirai qui va utiliser une German suplex. Il a déjà teasé un petit peu avant et qui finit par passer, mais Yoshiko s'en dégage. Ça continue de taper très fort avec une grosse clothesline de Yoshiko qui capitalise tout de suite en montant sur la troisième pour sa diving senton. Donc la compte de 3 et nouvelle championne. Voilà, Yoshirai a perdu. Victoire de Yoshiko qui remporte le titre majeur de la compagnie. Ouais, c'était bien cool. Voilà, un petit match au Korakuen pour le titre. Voilà, c'était sympa. C'était en 2014, toujours cette période que j'aime beaucoup, 2011-2015, ma période préférée avec 2018. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil à tout ça. Écoutez, oui, je ne peux que recommander ce match également. On l'avait vu ensemble en plus, je me rappelle. C'est un match qui est très stiff. Et voilà, franchement, je le conseille de vive voix. Et ouais, 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 tout à fait. C'est un match qui a marqué quand même l'histoire de Stardom. Donc, allez le voir. En plus, je crois même qu'il est sur YouTube. Donc, voilà, sans les yeux fermés, vous pouvez le voir. C'est absolument exceptionnel du début à la fin. Mais du coup, c'est tout pour cette recommandation de match, cette partie-là. C'est également la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. On a un petit peu dépassé notre temps habituel, mais c'était pour ce retour où on avait beaucoup de choses à dire, puisqu'il s'est passé pas mal de choses. J'ai oublié de le mentionner au début du podcast, mais on a un épisode, une espèce de watch along, les réactions live qu'on fait sur le Patreon qui est sorti, où on a regardé Honoriana contre Haruka Umezaki. Donc voilà, allez voir tout ça pour ceux qui sont abonnés ou pour ceux qui souhaiteraient découvrir un petit peu le contenu qu'on a sur le Patreon. Allez-y, on fait des réactions de matchs comme ça, on regarde des matchs ensemble en y réagissant en direct. On essaie aussi de faire des épisodes où on revient un petit peu dans le passé. On a fait la review du 9e anniversaire, on a fait la review du Year End Climax 2019. Et voilà, et d'ailleurs ces épisodes-là vont revenir quand c'est juste qu'on fait en fonction voilà, du temps qu'on a, etc. Et là, pour l'instant, voilà, on a pas mal de réactions de match qui sont prévues. On en a noté quelques-unes. Et voilà, on a de plus en plus de contenu sur le Patreon. On a notamment sorti la première histoire, le premier PDF dont on vous parlait sur l'histoire d'Oedo Tai. Donc je vous invite à lire tout ça, je l'ai écrit moi-même. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous y apprendrez des choses. Mais merci à tous encore une fois d'avoir écouté, de nous suivre et de nous faire vos retours. N'hésitez pas à continuer de le faire, à nous noter sur Spotify, vu que je sais qu'on peut sur Spotify, à venir nous parler sur Twitter, @Starling, venir voir un petit peu ce qu'on fait, que ce soit sur le Discord ou le Patreon. Et c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine, comme toujours. Mais merci à vous, merci à Miano d'avoir été à mes côtés pour cet épisode, et on se dit au prochain épisode. Ciao. Merci à tous, à bientôt. Let's get D!